Bonjour à tous, bienvenue sur The Holistic Way Podcast, le podcast bien-être, mindset et liberté. Aujourd'hui, j'accueille une masterclass, j'accueille Pierre Dufraisse. Pierre, comment vas-tu? Ça va très bien, Benjamin. Merci beaucoup pour cet accueil. Avec plaisir, merci à toi d'avoir répondu présent, comme toujours, à chaque fois qu'on discute ensemble, etc., pour ce podcast qui me tient particulièrement à cœur. Comme vous pouvez le voir, petit t-shirt des familles, hein, on représente l'école, on représente le, comme je disais tout à l'heure en off, le dojo moderne de pensée de Pierre. Je te remercie aussi pour ça, parce que c'est une chose d'être compétent et d'être un leader d'opinion, c'est une autre de le montrer et de l'accepter. Et ça, je trouve ça très très fort. Et c'est aussi ce que j'ai envie de faire avec ce podcast, c'est bien sûr te mettre en avant, ça c'est évident, mais aussi montrer aux gens que en dehors du physiologiste, en dehors de tout ce scientifique, parce que le vérisme, c'est aussi beaucoup ça au début, il y a aussi ce philosophe de pensée, il y a aussi cet être qui montre un petit peu par ses actions, et même beaucoup, mais on va en parler, j'ai pas trop envie de spoiler, j'essaye de pas spoiler, donc on va, on va faire quelque chose de bien. Pierre, alors, je doute qu'il y ait des gens qui te connaissent pas encore, mais on ne sait jamais hein, pour ce podcast. Est-ce que tu peux juste simplement, plutôt que dire ce que tu fais, c'est qui tu es? Qui est Pierre? Ouais. C'est très rigolo ce que tu dis. Déjà, merci pour tout ce que tu viens de dire, pour ces si gentils mots. Ça me touche énormément, vraiment. Surtout venant de quelqu'un comme toi. Euh, Hier, j'ai été interviewé par Julien Lepage. Donc, Julius de Purple Julius. Teacher, qu'on connaît bien, quoi. C'est la famille, comme on dit. Et ce frère, il m'a présenté. C'est lui qui a fait mon introduction. Et il a dit plein de choses de ce que je faisais. Donc, entre autres, ce qui m'occupe actuellement beaucoup, c'est cette casquette de directeur du centre de l'Ormez. Mais il m'a dit, toi, tu es quelqu'un qui rassemble. Et ça, j'ai trouvé en fait dans tout ce qu'il a dit, qui était sans doute le plus intéressant et le plus pertinent. C'est rassembler, créer du lien entre les personnes. Et donc, qui je suis, j'espère être quelqu'un qui rassemble, comme Luffy au chapeau de paille dans One Piece. Très sincèrement, pour ceux qui ont la ref, parce que c'est ça qui me semble être le plus important. Et il me semble que quand l'humanité a un peu merdé dans l'histoire, c'est qu'il lui manquait beaucoup de liens entre les hommes et les femmes. Donc, si je peux être ce lien-là, je pense que ça peut être vraiment enrichissant dans ma vie. Et donc, qui je suis au-delà de ça? Pierre Dufraisse, donc 36 ans. Je suis le dernier d'une grande famille. Euh, et voilà, donc frère, euh, fils. J'ai une chérie dans ma vie que j'aime beaucoup. J'ai la chance d'avoir un bel équipage où il y a mon frère Nomad Slim, Steph Gentis, Julien Lepage, David Nicolas, Nicolas Mercadier. Euh, je vais évidemment en oublier Jérémy Coron. Qui est-ce que je vais oublier? Moi, je pense que j'ai fait le tour. C'est Pierre des gens. Etchart? Et il y a le Pierre Etchart qui est au-delà de l'équipage. Lui, c'est le mentor. Ouais. Voilà, c'est la personne C'est ton qui me Shanks guide, Leroux. qui guide. C'est mon Shanks, c'est mon Riley pour à bien des écarts. C'est plutôt Riley d'ailleurs. Et donc vraiment pour les connaisseurs. Euh, et donc je suis très fier en fait. C'est l'aventure de toute une vie d'avoir des gens aussi euh, ouais, une famille que j'ai choisie. J'adore la famille de sang, mais la famille de cœur là, c'est quelque chose de très fort. Et parmi les choses que je fais, pas qui je suis, mais que je fais, il y a ces événements comme le congrès du potentiel humain où tu étais là, où tu as pu voir à quel point on était soudés dans cette grande famille-là, que, qui s'élargit de plus en plus avec donc le centre de l'Hormèse, des gens comme toi, euh, des, des frères de lumière, quoi, qui accomplissent vraiment une mission et qui représentent ce qui pour moi est, comme dirait Patrice Franceschi, dont on va parler aujourd'hui, les protecteurs des kimonos sans tache, les samouraïs modernes. Voilà. Super introduction, merci à toi. Pour le coup, ceux qui ont la vidéo, je vous invite à regarder 3 secondes. Donc, c'est vraiment de ce livre-là qu'on va parler, mais pas que. L'idée, c'est vraiment de garder cette ligne rouge. Et en fait, j'entendais beaucoup de tes interviews où tu arrêtais pas de parler de ce livre-là. Et je me dis, tiens, quand tu entends 2, 3, 4 fois la même personne parler du même bouquin, moi, ça m'interpelle. Je me dis, c'est costaud. Donc, on va aller voir. Et en fait, j'ai fait exactement comme toi. J'ai surligné quasiment l'absolue totalité du livre. Donc à mon avis, j'ai un bon 70, 80%, donc 70, 80% qui est surligné. Et en fait, le thème, c'est ça, c'est comment devenir un samouraï moderne, mais moderne de chez moderne, c'est-à-dire en 2024, à notre époque. Et c'est de ça qu'on va essayer de discuter ensemble.
Ouais, tu as tout à fait raison. On juge la pertinence d'un livre, comme dirait Taleb, à la potentialité qu'il soit relu. C'est-à-dire, si un livre qui pourrait pas être relu, c'est sans doute quelque chose d'assez léger, d'assez en surface. Alors quelque chose qui a beaucoup de profondeur, il pourrait être relu à toutes les époques. Je pense qu'on aurait ouvert ce livre-là à l'époque de Marc Aurèle, ça aurait eu la même pertinence. Et en 2024, c'est d'autant plus, oui, c'est comme son sous-titre l'indique, c'est un manuel pourtant de désarroi, c'est un manuel en temps de crise, de transition. C'est maintenant qu'il faut le prendre. Il faut pas lire ça, que ce soit Montaigne, que ce soit les stoïciens, que ce soit les autres. Il faut pas les lire quand ça va bien et les oublier quand ça va mal. C'est quand ça va mal qu'il faut se rappeler ce que disaient ces grands sages. Quand ça va mal qu'il faut relire tout ça. Et c'est vrai que actuellement, mais je pense que c'était à l'époque, toutes les époques ont connu finalement des moments, des lieux. On va dire toutes les époques ont eu des lieux de crise. Et bien dans ces lieux de crise, il faut se rappeler ces grandes sagesses qui peuvent nous guider. Franceschi nous a livré une perle. Moi, mon 4 couleurs, je l'ai saigné. Je pense que j'ai perdu des 4 couleurs avec ce livre. C'était la première lecture. Je me souviens que j'avais les larmes aux yeux presque à chaque précepte du maître Isobushi. Vraiment. C'est très juste, c'est très vrai, et c'est vrai qu'encore une fois, c'est une citation qui me colle à la peau aussi. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vrai que Mhm. c'est toujours dans la défaite et dans ce que tu appelles aussi le lieu de difficulté, où là, tu rajoutes une temporalité, et j'aime beaucoup, parce que tu vois, il y a un peu cette notion de croiser des chemins. Et moi, c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans ma vie, peut-être des fois un peu trop. Mon épouse te le dira mieux que moi, mais l'idée, c'est ce côté en fait où je sais pas si toi, et je suis convaincu que c'est le cas, mais pour les auditeurs ici et auditrices, est-ce que ça t'est arrivé de façon, alors, j'ai envie de dire sporadique ou habituelle ou régulière, ce moment où tu sais, tu es toi-même dans ta propre vie, tu as cette capacité un peu, tu sais, de t'extraire de cette méta-théorie, cette méta-vie, et tu te dis, waouh, là, je suis dans un chemin où je dois faire un choix. Je suis un peu à une pierre angulaire de ma vie. Et est-ce que un petit peu cette idée de samouraï moderne, c'est quelque chose qui justement t'a un peu, alors, j'ose utiliser le terme guidé ou préparé, je ne sais pas trop, tu vois, à ce choix de vie, parce que je pense qu'on l'a tous vécu, mais toi, dans tout ce que je vois de toi et de tout ce qui se passe pour le moment dans ta vie, t'es dans l'action et pas que dans la préparation. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie d'avoir ton avis. Ouais. Euh, Compliqué parce que je pense que les points de croisement sont tous les jours. Les points de décision, je pense qu'en fait ça se passe à chaque instant. Les décisions importantes, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'épiphénomène dans la nature. C'est-à-dire, tout est important. Tout est important tout le temps, en fait. Tout est important dans la manière que vous avez. Mais même, j'ai envie de dire, les choses qui nous semblent habituelles sont peut-être les plus importantes. C'est-à-dire la manière que vous allez embrasser votre femme, la manière que vous allez lui dire bonjour aujourd'hui, pas parce que vous allez lui dire bonjour demain et que vous lui avez dit bonjour hier que ça doit être quelque chose qui doit perdre en importance. C'est peut-être même ce qu'il y a de plus important. Dire qu'on aime une personne que l'on chérit tendrement, c'est peut-être bien plus important que de choisir de changer de poste à son boulot, quoi. Donc, euh, le mot, tu sais, dans le titre de ce livre, peut-être que le mot le plus important, c'est pas samouraï moderne, c'est peut-être éthique. Et donc, éthique, c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire, ok, c'est quoi mes valeurs? Parce que le samouraï moderne, on en a tous peut-être une image. Il y en a, ils vont avoir le côté guerrier, ils vont dire, bah non, moi je vais pas partir avec un sabre au fourreau tuer des gens. Tu vois, ils vont te répondre à ça. Donc ne vous inquiétez pas trop du côté samouraï, moi ça me parle parce que j'ai vécu longtemps au Japon. Mais l'éthique, par contre, l'éthique c'est quelque chose qu'il nous faut actuellement, c'est-à-dire des valeurs pour lesquelles on est prêt à mourir. Vraiment qui valent le coup de sacrifier sa vie. Les amis, la famille, l'amour, l'amitié, voilà, des choses fortes. On sent bien que si ça touche à ça, on est prêt à tout donner. On est prêt à se sacrifier, on est prêt à tout donner. Eh bien, l'éthique, c'est ce qui nous permet en temps de choix, comme tu disais, à un croisement où tu te dis, bon là c'est important. Comme tu l'as très bien dit, c'est le moment où tu te vois un peu de l'extérieur, là je vais choisir à gauche ou à droite. C'est vraiment un chemin important, etc. Et ben tu te dis, comme Marc Aurèle, parce que Franceschi après tout c'est vraiment le descendant des stoïciens, tu te dis, en fait, demande-toi si c'est juste. Ne te demande pas si c'est bien ou c'est mal, demande-toi est-ce que c'est juste. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est approprié? Si je pars là-dedans, est-ce que ça respecte mes valeurs? Ou si je pars à gauche, est-ce que ça va contre mes valeurs? Et en fait, les choses normalement devraient te couler d'elles-mêmes. Ça devrait être logique de te dire, en fait, c'est pas ce choix-là que je dois faire, c'est là que je dois aller. Même si,
C'est dur, ça fait mal, il y a des ronces, même si c'est le chemin qui est caillouteux, même si ça blesse des gens qu'on aime, s'il faut se séparer d'un collègue de travail, s'il faut dire, écoute, on a collaboré pendant longtemps, mais maintenant, je peux plus, ça marche plus, même si c'est donner fin à une relation, même si ça fait mal, en fait, le choix éthique devrait nous apparaître comme évident si on prend le temps, en fait, laisse l'espace-temps adéquat. Voilà, c'était par rapport à l'éthique, je pense. Ouais, magnifique. Je pense que tu as tout à fait raison parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont justement un peu galvauder ce titre en disant oui, c'est le samouraï, ils voient le gars en armure avec le katana. Mais en fait, moi, ce qui me fascine dans le côté samouraï, c'est effectivement l'éthique où moi, j'assimile un petit peu aussi la discipline. Cette chose où chaque chose, en fait, est faite de la plus belle manière possible selon tes capacités actuelles. Et ça, je trouve ça très, très fort. Et c'est vrai qu'il y a une chose que j'avais pas mis en avant, mais tu viens de le faire bien belle façon, donc je te remercie. Quand les gens prennent le temps, ils se rendent compte, et je pense sincèrement que c'est évident pour eux le bon choix par rapport à eux-mêmes. Mais il y a deux choses qui se passent. Je pense qu'il y a la première, c'est que plutôt que de se mettre eux en avant et leur propre bien-être et leurs propres décisions, ils se trouvent des excuses à travers les autres. Ouais. Vraiment cette idée de oui, non, mais je veux pas faire de mal à ou non, ce n'est pas bien pour les autres. Donc ça, déjà, pour moi, je trouve que c'est dommage parce que s'oublier soi-même au nom des autres, il y a un moment ou l'autre, ça vous rattrape. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Et la seconde chose, c'est aussi, est-ce que tu es en capacité, corps, cœur, esprit, psycho-émotionnel, on appelle ça comme on veut, est-ce que tu es en capacité d'aller atteindre cette chose que tu sais évidente à travers ton éthique? Et toi, c'est aussi quelque chose, ben, on va en discuter de toute façon pendant, c'est à mon avis, 1 heure et demie, 2 heures à peu près, hein, on commence à connaître le podcast. Mais cette idée, c'est comment est-ce que toi, justement, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'un samouraï moderne, pardon, et comment devenir un samouraï moderne? Est-ce que du coup, par rapport à ce que tu viens de me dire, c'est aider les autres et soi-même à avoir l'éthique que l'on souhaiterait avoir? Euh, je pense que le samouraï, il aide pas les autres. Il est au service, c'est vrai, il est au service. C'est un sabreur, c'est un guerrier qui est au service d'un maître, le samouraï. Sinon, c'est un ronin, comme on dit. Ouais, ouais. En bon français, on dit ronin, mais surtout ne dites pas ça. À chaque fois, je saigne des oreilles quand j'entends ronin. C'est ronin. Euh, parce tout d'un coup, c'est un samouraï rebelle qui est sans maître, donc il se coupe le chignon derrière la tête et il part, comme on voit souvent dans les films de samouraï. Euh, mais le samouraï, lui, il sert son maître, il sert le daimyo, donc le seigneur. Comme les chevaliers, en fait, servaient les rois de France. Hein. C'est les chevaliers de la cour du roi Arthur, c'est les chevaliers comme on entend en Occident, quoi. Donc les chevaliers se sacrifient pour le seigneur si il y a la guerre, mais ils respectent un code d'honneur aussi. Donc le samouraï, il respecte ce qu'on appelait entre autres le bushido, donc la voie du guerrier, mais il n'était pas là pour instruire. Il n'était pas là pour s'inquiéter de est-ce que il y a des mini samouraïs en formation qui me suivent pour devenir des samouraïs. Lui, c'était pas son job. Et très sincèrement, euh, je pense pas que ce soit le mien. C'est-à-dire que j'essaye d'incarner des choses dans ma vie de thérapeute, parce que j'étais longtemps thérapeute à accompagner les gens et après à remplir le rôle d'un peu coach. J'ai souvent essayé de sauver les gens. C'est-à-dire, la personne qui est en face de toi, tu veux lui apporter la solution, tu veux trouver la solution pour elle, tu lui dis que le plan A va fonctionner par rapport au plan B, elle dit oui, elle comprend, et pourtant elle continue à faire le plan B qui marche pas et qui lui détruit la santé, et c'est vraiment de l'auto-sabotage. Et donc je pense que ce qu'on a à faire à titre individuel, et je le pense de plus en plus, c'est juste à incarner cette éthique-là qui nous semble être juste. En effet, ça demande du temps, ça demande un pas de recul. Et je pense qu'une fois que le pas de recul est fait, qu'il y a un espace-temps où on permet de réfléchir, tout le monde en fait voit ça. Tout le monde a les valeurs humanistes qui ressortent. Tout le monde sait qu'il faut pas faire de mal aux autres. Tout le monde sait ça. Le problème, c'est que si on prend pas le temps, on est embrouillé dans des boucles infernales de l'école, l'université, le travail, euh, gagner de l'argent, payer des choses, etc. Et que il n'y a plus l'espace-temps pour réfléchir à ce qu'on fait. On se demande plus pourquoi, en fait. On se demande plus pourquoi, on se demande plus pourquoi, et on ne se demande plus pourquoi, on se demande plus pourquoi, on se demande plus pourquoi. C'est infini la boucle. On arrête de réfléchir. Donc, prendre cet espace-temps pour refaire ressortir ce qu'il y a d'important,
les confinements du Covid ont fait émerger ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on avait tout le temps du monde pour observer sa vie. Et la pyramide des priorités était redéfinie. Qu'est-ce qui est important? Ma famille. Est-ce qu'elle a un toit au-dessus de la tête? Est-ce qu'elle a à manger? Est-ce qu'elle a à boire? D'un coup, gagner de l'argent et le boulot, c'était tout en bas de la pyramide. Et on se dit, mais non, quand on a le temps d'y réfléchir, c'est ça la priorité. C'est ça les priorités. Donc, il faut d'abord construire cet espace-temps. Et là, on peut tous devenir un samouraï par rapport à soi-même. C'est-à-dire, maintenant, j'acte selon ces valeurs-là, selon mon éthique qui m'est chère et les choses qui me sont chères. Mais je cherche pas à sauver les autres. Les autres vont être influencés par ce que je vais incarner, par ce que je vais rayonner. Et ça, en fait, c'est déjà faire beaucoup. Un écrivain qui, sans doute pour moi, l'écrivain qui avait le plus compris le genre humain, c'est Dostoïevski, écrivain russe, qui écrit des choses, moi ça me donne des frissons à chaque fois que je le lis. Et il disait justement que euh, tout commence par l'amour propre. Les gens qui ont cessé de s'aimer eux-mêmes, ils se dirigent vers, puisqu'ils n'ont plus d'amour à donner, puisqu'il n'y a pas d'amour en eux, ils se dirigent vers l'autosabotage. Et pris dans l'autosabotage, ils vont se distraire par la colère envers les autres, par la violence et par les choses négatives. Et ça, ils vont entretenir un cercle vicieux là-dedans. On peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il faut d'abord accumuler l'amour propre envers soi pour pouvoir le donner aux autres. Essayer d'aimer les autres sans s'aimer soi-même, c'est vraiment quelque chose, une aventure qui est caduque, quoi. On va faire semblant, on va mettre des sourires là où il n'y a pas de sourire, là où il y a de la tristesse. Et au bout du compte, c'est nous qui serons tristes et ça va exploser quelque part. Ou bien, ça va somatiser dans le corps. Dans des cancers, dans des tumeurs, dans des inflammations, dans un système immunitaire qui tombe, euh, etc. Donc, euh, moi, j'essaye d'abord de me sauver moi-même, et c'est déjà beaucoup. Euh, et tu vois, c'est très à l'image de notre cher Slim, avec qui je passe encore quelques jours après le congrès du potentiel humain, qui en parlait en off de son atelier, où sa pédagogie est aussi juste que dure. C'est-à-dire qu'il exige énormément, parce qu'il sait qu'en face de lui, en fait, il a des gens très compétents. Il a confiance en nous. Il a confiance en ceux qui écoutent. Et il exige beaucoup des gens qui sont autour de nous parce qu'il sait à quel point le corps humain est fabuleux. Et il dit bien, vous avez entre vos mains la plus grande des technologies et vous faites rien avec. Vous autorisez pas ça et vous fuyez en fait l'inconfort physique et corporel par la coordination et le mouvement parce que ça vous fait peur en fait, parce que vous vous donnez pas assez de valeur, encore une fois de l'amour propre, pour vous dire ok je m'autorise à faire des trucs ouf, je m'autorise à faire des trucs dingues, à être beau, à être gracieux, etc. En fait vous vous y autorisez pas. Et vous fuyez ça par un rire, par le fait de partir, par un sourire, par des concentrations, par le fait de parler aussi. Arrêtez de parler. Pourquoi vous parlez dans un atelier de mouvement? euh, donc c'était exactement ça. C'était j'exige beaucoup de moi-même. Je n'attends rien des autres. Ils ont leur chemin de vie et il faut accepter, même quand ça fait mal, quand c'est les gens qu'on aime, de sa famille, ses proches, il faut accepter que cette personne-là tape 20 fois dans le mur dans sa vie, se crame les ailes. Ça, c'est dur. Mais au bout d'un moment, on a chacun notre parcours de vie. Et c'est pas notre ressort de trouver les solutions pour les autres. Euh, donc voilà, pour résumer, moi je pense qu'il y a des choses qui sont importantes à dire, à incarner, des connaissances à transmettre, comme tu le sais. J'aime transmettre les lois du vivant, ce qu'on connaît en physique, en biologie, pour la santé, en physiologie, dans la compréhension du corps humain, parce que je pense que ça nous redonne un regard émerveillé par rapport au monde. Mais après que chacun fasse le chemin intellectuel ou non de le comprendre ou de l'appliquer dans sa vie, là, c'est plus de mon ressort. Et j'essaie de ne pas m'en inquiéter ou de ne pas m'en frustrer. Euh, voilà. C'est très juste, c'est très fort ce que tu dis. Je vais essayer de faire ce que je fais le mieux, c'est-à-dire de restructurer tout ça. Je te remercie pour ces échanges. La première étape, en tout cas, ce que j'ai compris de ça, qu'on proposerait aux gens qui nous écoutent, c'est de prendre le temps, de se créer vraiment cette partie, de prendre le temps, de dire, OK, pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis OK avec cette vie? C'est aussi quelque chose que je propose beaucoup dans mes suivis. Et d'ailleurs, je pense que ça va te parler, mais c'est une des premières questions que je pose aux gens. Est-ce que tu penses mériter d'être heureux? Et je vais être totalement transparent avec vous.
90% des gens attendent 2-3 secondes avant de me répondre oui. Et là, c'est le moment où je refais un crochet du gauche et je leur dis, est-ce que tu es sûr de ça? Et encore une fois, 80% du temps, les gens commencent à pleurer ou en fait commencent à dire non en fait. Et là, j'ai le troisième qui est bam, le coup dans le foie où je leur dis, ben en fait, comment veux-tu être heureux, prendre le temps, commencer à te construire la vie que tu rêves, peu importe hein, ici de ce qu'on discute, si tu considères que tu n'as pas le droit de le faire. Ouais. Et en fait, on en est là. On en est là. La première étape du samouraï moderne, de cette éthique, de cette création d'éthique, c'est de dire, OK, je prends ce recul, je prends le temps pour moi. Ça peut se faire en 2 heures, comme ça peut se faire en un week-end ou en une vie. Ça, on ne sait pas. C'est chacun, en tout cas, c'est ce que je perçois moi. Chacun a sa temporalité propre. Ça, c'est la première étape que je proposerais. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Pierre? Ouais, c'est ça, c'est la bulle d'espace-temps et se poser les bonnes questions. En fait, les Ouais. questions qui font mal, comme tu as extrêmement bien dit, hein, et surtout quand ça vient de la bouche de quelqu'un qu'on va voir, que ce soit un thérapeute, un médecin, un coach ou quoi. Quand il y a une espèce de forme d'autorité qui te pose une question comme ça, où tu peux pas t'échapper, faut vraiment se dire, ok, le gars, c'est son métier, bah, je dois y réfléchir. C'est pas mon oncle ou ma tata qui me pose la question à un repas de famille où je peux m'esquiver, je peux me barrer. Et ben là, c'est impressionnant et vraiment, comme tu as très bien dit, généralement il y a un temps de réflexion de quelques secondes qui est très puissant parce que là, vraiment, il se pose la question. Et ben c'est là où le thérapeute a toute sa place. Il apporte pas de réponse, il pose des bonnes questions. Donc c'est excellent ce que tu fais. Merci. Donc ça, c'est vraiment, j'ai exactement le même ressenti que toi en fait. Où je dis toujours aux gens, moi j'ai pas de réponse. Par contre, faut imaginer que je suis un mur sur lequel vous envoyez une balle qui d'habitude Mmh. ne revient pas. Et cette fois-ci, la balle revient. Et peut-être des fois par rapport à votre puissance de lancer, un peu trop fort en plein visage. Mais ça, c'est à vous de voir quoi. Parce qu'encore une fois, et c'est vrai que ça a été aussi tout un travail. Et je pense sincèrement que je suis encore dedans. Ce côté, tu ne peux pas sauver tout le monde. Parce que j'ai un peu cette bienveillance. Et ça va vers le deuxième point pour moi qui est un peu, tu as dit quelque chose de très fort, ça a énormément résonné en moi, tu ne peux pas donner quelque chose que tu ne possèdes pas de prime abord. Donc en réalité, il faut avoir alors moi j'ai appelé ça l'égoïsme bienveillant, il faut avoir un peu cet égoïsme bienveillant envers soi-même qui est que, et ça j'en parle beaucoup avec mon épouse, je lui dis, mais comment veux-tu que je prenne soin de toi si moi-même je suis en péril, si moi-même je suis en mal-être? Et ça va pour moi sur la suite, sur cette continuité temporelle de, ok, je prends le temps, mais après, qu'est-ce que je mets en action pour pouvoir avoir cette énergie, cet égoïsme bienveillant, ok, pour pouvoir, hop, continuer à construire ce samouraï moderne, ce père, ce mari, ce frère, ce travailleur, peu importe, que j'ai envie d'être. Se poser les bonnes questions, avoir avec cet égoïsme bienveillant la bonne énergie pour ensuite agir. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, bien sûr. Euh, Encore une fois, hein, on peut pas savoir, c'est très compliqué parce que on a beaucoup d'empathie envers les autres. Ah, bien On est toujours sûr. en train de se dire, d'essayer de se dire qu'en fait qu'on comprend l'autre. On comprend l'autre parce qu'on essaie de se mettre à sa place et que on imagine ce qu'il ressent et puis peut-être les situations sont similaires, surtout si on vit sous le même toit et qu'on commence à vraiment bien connaître la personne comme un conjoint et une conjointe. On fait un transfert et on se dit qu'on ressent vraiment ce qu'il est en train de ressentir. Mais c'est jamais le cas. C'est-à-dire, on peut comprendre un peu, mais on n'est jamais dans la peau de l'autre véritablement, dans ses pensées, etc. Jamais. On va se comprendre, mais on ne ressent pas ce que l'autre ressent. Ça, c'est pas possible. C'est tout l'apport en philosophie de la phénoménologie de Husserl, qui vraiment a insisté toujours sur le point clé, c'est que les expériences sont toujours de première main. C'est toujours une personne qui expérimente la chose. Les concepts qui vivraient par eux-mêmes n'existe pas. C'est toujours une personne qui est incarnée dans ce monde, qui est en train de vivre la chose. Et donc le point de vue est toujours unique, le point de vue de la personne qui fait l'action. Donc tu n'es pas la personne qui fait l'action, c'est ta femme, et toi tu es toi, qui as ton point de vue sur le monde. Et on a tous des points de vue différents, on pense tous voir le même monde, mais je vous assure que c'est pas le cas. Sans doute que je vois un bleu de ton t-shirt, magnifique t-shirt du centre de l'Hormèse, et toi tu vois un bleu un peu différent, un peu plus pâle, un peu plus bleu ciel, voilà. Donc rien que ça, en fait, ça devrait nous dire que il y a à gérer nous-mêmes dans un premier temps, et les autres, c'est pas à nous-mêmes de les gérer, parce que les solutions qu'on va apporter, en fait, c'est souvent des solutions de notre poche, de notre pantalon à nous.
Et ça marche pas pour les autres. C'est de l'à peu près, quoi. Et donc, il faut rester soi-même. Je pense que la conclusion de ce que je suis en train de dire, c'est que il faut vraiment être aligné et rester soi-même. Pour reprendre encore une fois le congrès du potentiel humain, j'ai fait une conférence sur le suicide. J'ai fait une conférence l'année dernière sur les neurosciences et les sciences cognitives. Euh, je n'essayais pas de plaire à toute l'assistance. Vous étiez 100, 150 dans l'assistance. Sur le suicide, j'étais sûr qu'il y en avait plein qui disaient punaise, mais j'ai pas envie d'écouter ça. Ça me plaît pas. J'ai mis de la musique de Linkin Park. Il doit y en avoir plein qui aimaient pas ça. Les pauvres, ils savent pas ce qu'ils ratent. Mais j'essaie pas de plaire aux gens. J'essaie d'être moi-même. Et les gens pour qui ça plaît pas, mais ils vont aller voir ailleurs. Ils vont juste aller voir ailleurs. Et je pense que toi, en tant que thérapeute, si tu as un client demain qui dit, bah écoutez, là, au niveau de l'affinité, je sens que ça matche pas, tu vas dire, mais c'est très bien. Allez voir mon collègue, un autre thérapeute, un autre coach, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on n'est pas là pour plaire aux gens, je pense. On est là pour être soi-même. Oui, bah, c'est très vrai, je suis d'accord avec toi. Et pour reprendre une petite phrase aussi de Pierre Etchart, de mon ami Victor Segar, que tu connais très bien aussi, Atlas Studio Coaching, et il me l'a tellement dite, c'est un peu ce Ah, côté, tu sais, le monde n'est pas tel qu'il est, mais tel qu'on le pense, quoi. Tu l'as vu oui, venir. Mais ça, ouais. du coup, c'est vrai que par rapport à tout ce que tu dis, je veux vraiment mettre avec cette petite phrase en plus en avant, que en réalité, on croit que le monde est tel qu'il est là, mais en fait, cette perception définit notre réalité. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui a quand même toujours guidé ma vie, c'est cette curiosité. Ça m'a fait vivre des moments très compliqués plus tôt dans ma jeunesse, quand j'étais pas justement en capacité de gérer cette unicité, tu vois, parce que t'as ce côté un peu où tu vois, tu dis, je prends l'énergie, je fais ce qu'il faut pour être moi-même, je fais ce qu'il faut pour pouvoir être le plus authentique possible, encore une fois, envers toi-même. Mais quand t'es jeune, c'est pas toujours facile d'être comme ça. Et donc, moi, j'ai vraiment essayé de me construire au fur et à mesure pour pouvoir explorer. Et je dis souvent aux gens, le thérapeute, c'est aussi le coach, l'accompagnant, vous appelez ça comme vous voulez, professionnel de santé en somme. On est aussi des créateurs de vérité pour les clients qui sont avec nous. Mais de par cette création de vérité, attention de ne pas devenir, entre guillemets, la vérité. Vous êtes dans, pour moi, l'obligation éthique et morale, c'est mon point de vue, ok, de pouvoir essayer d'au mieux comprendre la vérité qui va pouvoir aider la personne à devenir ce samouraï moderne pour lui-même. Mais Hmm. pareil, je veux remettre encore une fois en perspective ce côté de Pierre a une vision du samouraï moderne, j'ai une vision du samouraï moderne, nous sommes tous deux des samouraïs modernes, mais nous ne sommes pas les mêmes samouraïs modernes. Et c'est ça qui est beau aussi dans cet échange. T'en penses C'est ça. quoi un peu de ce côté, l'accompagnant devient un peu le créateur de vérité et aussi celui qui peut aider l'autre à devenir ce samouraï moderne? Ouais, ouais, c'est exactement ça. Il n'y a rien de plus pertinent, je pense, que l'on pourra transmettre, pourra attendre d'un mentor, quel qu'il soit, que de transmettre l'autonomie de la pensée. C'est-à-dire de rendre l'autre autonome. Je pense que c'est ça, c'est penser et agir par soi-même. C'est comme ça que commence le livre de Franceschi d'ailleurs, pour encore le citer. Ouais. Jamais dans l'histoire de l'humanité, penser et agir par soi-même n'a coûté aussi cher. Ça, quand j'ai lu ça, pareil, hein, des frissons de mes orteils jusqu'à la pointe de mes cheveux, dit mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. On est complètement embrigadé et matrixé par les médias. Euh, on voit beaucoup, c'est la génération de nos parents et grands-parents qui en ont beaucoup souffert, où tu avais une seule voix d'autorité, c'était le journal de 20 heures. Et donc, pour eux, si c'était dit à la télé, c'est que c'était vrai. C'était, voilà, ça s'installait comme un logiciel dans un ordinateur, c'était la méthode de pensée. Donc, il n'y avait rien qui émanait de l'intérieur comme jugement critique, comme sens critique. C'était, si c'est dit à la télé, si c'est bon de manger des pains au chocolat et des brioches le matin, je mange des pains au chocolat et des brioches le matin, et ça, je ne vois pas le lien avec ma santé. Tu vois. Et ce genre de choses qui maintenant nous paraissent abyssales, absurdes, parce que et c'est pour ça que j'ai aussi de la confiance dans les jeunes générations qui vont arriver, c'est que maintenant on a un filtre à bullshit qui est plus fort. C'est-à-dire, j'entends un truc, je vais sur Google et je vais me renseigner, tu vois. Même maintenant, les jeunes, ils vont aller sur ChatGPT, ils vont essayer de scanner. Alors, rien n'est parfait comme outil, évidemment. Mais au moins, il y a un truc de, je mets en doute. Ok, tu me dis un truc, mais ok, je vais quand même checker de mon côté. Et rien que ce petit réflexe-là peut être salvateur, en fait. C'est-à-dire, je filtre à bullshit, quoi. Peut-être que ce que j'entends, c'est des conneries. Mais ça me fait plaisir. Parce que ça prouve que la personne, elle pense par elle-même. Il y a une démarche derrière.
Donc le thérapeute, c'est la même chose, c'est-à-dire que soit tu rends l'autre autonome et tu lui permets de faire le cheminement tout seul, comme tu l'as fait, en posant des questions et en donnant des réponses, soit tu installes des logiciels chez lui. C'est-à-dire, je t'installe le logiciel de naturopathie. Alors, il faut manger des graines germées, il faut faire des jus de légumes, il faut, tu vois, il y a des il faut partout, des obligations et trucs, et la personne, elle va prendre des notes, elle va dire, ah oui, d'accord, ah, il faut faire ça après, ah oui, d'accord. Là, pour moi, c'est tout l'inverse de la vraie naturopathie. La vraie naturopathie, c'est comprendre les sciences du vivant, euh, qui ne sont pas le vivant, c'est les sciences du vivant, c'est-à-dire un processus dynamique qui a été inventé par l'homme, les sciences, qui n'explique pas le monde entier, qui explique juste la manière que l'on a de dire le monde. Ça nous donne des billes pour naviguer. Mais on est toujours à naviguer à vue, quoi. On est dans le brouillard, hein, dans la vie. Moi, je sais pas ce que c'est, la vie, hein. Si vous arrivez à me donner une bonne définition de la vie, chapeau. Je sais toujours pas. Et je pense qu'il y a personne qui sait. Mais, ce que l'on sait, même si c'est peu, c'est important. Ça aussi, c'est une phrase de Pierre Richard. Ce que l'on sait, c'est peu de choses. Par contre, le peu que l'on sait, c'est important à savoir. Il faut faire cet effort-là d'apprendre. La nutrition, c'est pas parfait de compter les calories, c'est très limité, c'est très limitant. Mais comprenez au moins quelques principes, comprenez les protéines, les lipides, les glucides. C'est encore une fois lacunaire, mais ça va vous aider. Ça va vous donner des critères de jugement. Comme apprenez à faire des pompes, apprenez à faire des tractions. On n'est pas en train de vous dire que c'est le mouvement royal à la Nomad Slim. On est en train de vous dire que par ce prisme-là, vous allez un peu mieux vous comprendre et vous rendre autonome. Et ça va vous donner la curiosité d'aller voir plus loin. Donc c'est le thérapeute en fait c'est un bon mentor. Et le bon mentor il montre juste la prochaine marche. T'as jamais fait de sport de ta vie? Inscris-toi au Basic Fit. Voilà, c'est pas le studio Atlas de Victor, c'est pas le truc où t'es en permaculture, les pieds dans l'herbe, ok. Mais au moins, tu vas prendre goût à soulever de la fonte, à comprendre ce que c'est le poids du corps, à comprendre ce que c'est le goût de l'effort. Voilà. On commence tous quelque part. Le bon thérapeute, il montre juste la prochaine marche. Mais gravir la marche, c'est toujours la personne elle-même qui doit le faire. C'est très juste, hein. En tout cas, ça sonne très juste pour moi parce que c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Après, il n'y a pas de hasard. C'est aussi pour ça que voilà, je parle avec toi ici aujourd'hui, que j'ai rejoint l'école. Et il y a aussi quelque chose dans l'école qui moi, m'a pas mal impacté encore une fois. Je sais beaucoup d'impact, beaucoup de bouleversements, mais ça, c'est la vie, les amis. C'est se remettre en Ouais. question aussi. Donc, l'idée, c'est quand tu disais au niveau de tout ce qui était théorie, etc. Quand tu veux vraiment travailler sur une théorie, aller chercher la contre-théorie. Ça, c'est Hum, quelque chose qui m'a énormément parlé parce que tu parlais des biais cognitifs, tu parlais de ce genre de choses où en fait, moi, je remarque que c'est quelque chose que je faisais instinctivement. Et c'est aussi pour ça, je pense que le bouquin m'a autant impacté parce qu'il y a énormément de choses que je faisais instinctivement. Mais tu sais, c'est un peu comme si tu avais compté tes calories toute ta vie, puis tu arrivais en nutrition et tu disais, ah oui, c'est pour ça que j'ai fait ça. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Cette compréhension, parce qu'aussi, il y a cette chose aussi dont tu parlais avec le chaos, c'est juste un niveau hiérarchique d'ordre que t'as pas encore compris. Ça m'a pété au cerveau aussi. Je dis, mais waouh, c'est un truc de fou parce que c'est vrai, pour moi, c'est vraiment vrai. Mais maintenant, c'est que ma perspective, on s'entend. C'est que ma vision des choses. Là où je veux en Hum, venir, c'est que allez confronter les choses. Pourquoi? Parce qu'en confrontant les choses, vous allez peut-être aussi comprendre pourquoi vous avez cette vision qui est peut-être autant en progression ou peut-être autant statique. Ce samouraï moderne, de par son éthique, il confronte son éthique. Parce qu'encore une fois, bon, pour la petite blague, je dis toujours aux gens, bah, c'est facile d'être fidèle quand t'es très moche. Tu ouais. vois ce que je veux dire? Bah oui, mais quand t'es beau gosse, t'es là, t'es charismatique, t'es costaud, t'as 10 femmes qui viennent pour te draguer et toi tu dis non, non, moi je suis un gars sérieux. Là, on confronte autre chose. Alors, c'est pour la Hum. petite blague, bien entendu, les amis, hein, c'est pareil pour les femmes, on s'entend. Mais l'idée, c'est ce côté de, ok, confronte-toi pour être sûr de qui tu es. Tu penses quoi de ça? Et oui. Euh, c'est Jésus dans la Bible qui disait un truc dans le genre, hein. Malheureux l'homme qui ne connaît pas l'épreuve parce qu'il peut pas, il n'a pas l'opportunité de goûter à la vie ou un truc comme ça, d'être lui-même, tu vois, de se prouver lui-même. Ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que l'épreuve, elle est là, elle est sur notre chemin pour nous et pas contre nous. Elle est là pour nous. C'est une mise à l'épreuve, quoi. C'est une mise à- pour mieux se comprendre soi-même. Et je pense qu'on a tous vécu des moments où on sentait bien que le confort là de ce canapé, par exemple, au bout d'un moment, est insupportable. Le confort de la vie et dit mais là il me faut quelque chose. Même si c'est une engueulade avec ma femme ou avec mon mari, il me faut un truc.
un truc qui chamboule tout, tu vois, jeter un caillou dans la mare pour faire des vagues. Parce que, et je prends toujours cette image-là, et t'as dû sans doute le voir dans les cours du centre, de cette phrase qui m'avait, moi, fortement marqué. Je devais avoir 12 ans quand j'ai vu Le Seigneur des Anneaux pour la première fois au cinéma, de Bilbo Saquet, qui, dans sa hutte, là, à la comté, dit à Gandalf, au début du film, il dit, je veux revoir les montagnes, Gandalf. Les montagnes. Il en a marre. Lui, il a presque la vie éternelle, là, grâce à l'anneau. Peut-être à cause de l'anneau. Il vieillit plus trop. Ça fait 80 balais qu'il est dans la comté où il se passe rien. Et il dit, mais je veux revivre des aventures, bordel. J'en peux plus, là. Et de cette linéarité. Le confort, il est mortifère. Pour le vivant, jamais rien n'est arrivé dans le confort. Le vivant n'a jamais évolué, les animaux n'ont jamais évolué dans le confort. Toutes les barrières physiques, les frustrations, les difficultés, c'est ça qui en fait progresser le vivant. Et c'est pour ça que dans le congrès, j'étais content qu'il y ait des gens qui soient frustrés dans les ateliers de Slim, par exemple, ou qui connaissent la difficulté intellectuelle dans les conférences de Pierre, ou dans les transmissions que je pouvais faire aussi, quand c'était compliqué, qu'il y avait des grosses slides où il fallait s'accrocher, parce que c'était scientifique, parce qu'il y avait beaucoup de termes techniques, etc. C'est, encore une fois, on ne fait que citer Franceschi. Les voix ascendantes, elles sont euh, joyeuses par essence, donc on prend plaisir, mais ardues par nécessité. C'est nécessaire que ce soit dur. Si c'était pas dur, il n'y aurait pas la croissance. Ça, c'est la base de l'hormèse, vraiment. Et moi, c'est cette croissance-là dans la difficulté qui m'a toujours fasciné, en fait. J'adore. J'ai adoré ça tout jeune. Je savais pas que ça s'appelait l'hormèse, mais c'est comme tu disais, compter les calories et découvrir la nutrition après. C'est que tout d'un coup, comme le dirait Francisco Varela, sans doute un des neuroscientifiques et neurobiologiques qui m'a le plus impacté, tout acte de compréhension est un acte thérapeutique. C'est-à-dire, quand tu comprends un truc, ça te fait du bien. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui met des mots sur tes ressentis, qui t'explique un processus qui est en fait ce que tu avais vécu dans ton corps et dans ton esprit, qui t'explique ça avec des mots. C'est vraiment comme si tu prenais un médicament, quoi. Tu te sens soulagé, ça te fait du bien, tu mangeais quelque chose de bon. C'est une nourriture pour l'esprit. Et moi, c'est ce que je veux apporter au monde. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je lis et j'écris tous les matins pendant 1 heure et demie. C'est mon moment de travail de recherche personnel, les domaines que j'aime. Et moi, je vis ça tous les matins, en fait. C'est Disneyland tous les matins. Et je veux qu'il y ait cet émerveillement pour tout le monde, en fait. Pas pour les sauver, juste pour leur dire, vous savez, le monde, il est merveilleux si on change juste de paire de lunettes de temps en temps. Donc voilà, le samouraï moderne, c'est sans doute quelqu'un qui peut vivre aussi grâce à l'émerveillement du monde et des petites choses. Pour rebondir encore une fois sur le samouraï et cette éthique japonaise, euh, il faut lire Yukio Mishima, déjà, le plus grand philosophe japonais qu'il y ait eu. Et, euh, et le samouraï, ce qui le caractérise, c'est que il fait attention à tous les détails. C'est comme la cérémonie du thé au Japon. Quand il fait sa toilette le matin, il prend son temps. Il se lave les mains, il se fait sa coiffure, il s'habille, il fait bien les nœuds de sa ceinture, il place bien son katana, il le nettoie, on nettoie la lame tous les matins, il se met un peu en méditation, un peu en seiza. Chaque petit geste du quotidien est important. Et ça, on peut le voir très bien dans les films, tu vois, quand ils prennent leur temps, ils marchent lentement, etc. Chaque geste, chaque micro-détail est important. Et si on avait ce niveau d'attention et de conscience placé sur chaque relation humaine, conversation, les mots qu'on emploie, et les manières que l'on a de se parler aussi à soi-même, mais tu te rends compte le monde dans lequel on vivrait. Donc c'est aussi ça le samouraï moderne. Ah mais si, je pense que là, les gens commencent à comprendre un petit peu vers quoi on veut aller, et c'est l'idée en fait, hein, de comprendre que ce n'est pas juste ce guerrier, peut-être aussi que ça l'est, mais juste ce guerrier en armure, c'est que Ouais. derrière l'armure, il y a des conditions humaines incroyables. J'ai envie de citer un petit peu, et je vais le faire à mon avis plusieurs fois, en tout cas je vais essayer dans le podcast, mais je vais citer une petite phrase aussi, et elle est au début, hein, c'est la page 23. C'est ne vous préoccupez pas du flux perpétuel des choses, laissez cela aux gens dépourvus d'âme, et ayez deux buts essentiels. Celui de votre condition de samouraï moderne, combattre le chaos. Celui de votre condition de mortel, devenir vous-même. Si vous comprenez ça, les amis, à travers ce podcast, je pense que Pierre et moi, on est heureux, quoi. C'est clair. On a bien fait notre job. Ouais, c'est vraiment le but. Euh, Ici, on a parlé un petit peu plus philosophie.
premières étapes de pensée et d'action surtout, parce que je pense que encore une fois, le préparer c'est une chose, agir en est une autre. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur le fait qu'il vaut mieux agir non parfaitement que de penser parfaitement. En tout cas, c'est Oui. mon point de vue. Qu'est-ce que tu penses un peu de ça, des gens qui sont un peu dans cette perpétuelle préparation? Parce que bon, je vais pas répéter tout ce qu'on a dit depuis presque 40 minutes là, ça va vite. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut pousser les gens vraiment à agir? Parce que tout ce que tu me dis là, moi, ça me parle tellement. Moi, je suis heureux de me lever. Je pense que c'est la même chose que toi. Forcément, le debout, ça a toujours été très compliqué pour moi de me dire, allez, je me lève. Mais j'ai tellement de motivation de me dire, allez, aujourd'hui, ça va être cool. J'ai un podcast avec Pierre. Je vais aider des gens à aller mieux. Je vais m'entraîner moi-même pour devenir plus fort et devenir un petit peu ce phare dans la nuit que j'ai envie d'être pour les gens qui sont perdus en pleine tempête dans leur vie. C'est mon discours personnel. Mais ce Mm. discours me permet d'agir de façon à devenir mon propre samouraï moderne. Qu'est-ce que tu Ouais. penses de ça, de la mise en action pour les gens? Ouais, c'est ce qui manque, évidemment. À l'heure de la société de l'information où on est passif devant des écrans, il manque beaucoup d'action. Et le truc, c'est que malheureusement, le fait de partager une story, le fait de faire un post inspirant, de liker sur un Facebook, Instagram ou quoi, cet acte-là donne la sensation aux gens d'avoir acté, d'avoir fait la chose. Tu vois, c'est ça aussi qui est pernicieux dans le truc, c'est que quand ils partagent, ils disent, ah, j'ai partagé, donc quelque part en eux, que ce soit dans le système nerveux ou pas, l'action vient d'être faite. Pourtant, en fait, dans la réalité, t'as pas vraiment incarné ce que t'as partagé, si c'était une phrase inspirante d'un penseur ou quoi. Et donc, le passage à l'acte et l'éternelle préparation, c'est vraiment, vraiment compliqué de sortir de ce dogme-là, de ce perfectionnisme en fait. N'attendez pas que les choses soient parfaites avant de passer à l'acte. C'est ça qu'il faut retenir. Si vous attendez que les choses soient parfaites pour agir, vous attendrez toute votre vie. J'ai dans mes proches là, très proches même, des personnes qui sont comme ça, c'est-à-dire qui ont envie de déménager, qui ont envie de changer de travail, qui ont envie de faire des choses. Mais elles attendent que les conditions soient réunies pour le faire. C'est-à-dire elles attendent que le financier ou bien telle ou telle raison, peu importe la raison, elles attendent. Ça fait 10 ans qu'elles attendent, ça fait 20 ans qu'elles attendent, qu'elles nourrissent une envie comme ça. Moi, j'ai jamais attendu. C'est-à-dire, j'ai voulu partir vivre au Japon parce que je kiffais la culture japonaise, les mangas et les jeux vidéo. Je suis allé là-bas. Mais je suis allé là-bas tout de suite, quoi. J'ai pas réfléchi. Dans ma vie, j'ai eu les 3 quarts de ma vie, j'ai pas eu d'argent. J'avais pas d'argent, quoi. Je claquais tout dans mes voyages. Dès que j'en avais un petit peu, je dépensais pour vivre des expériences. Je réfléchissais pas, quoi. C'était tout de suite. Et j'aurais pu m'inventer 1 milliard d'excuses. J'ai pas beaucoup d'argent, je suis tout seul, je sais pas où je vais, je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme métier. J'aurais pu me donner toutes ces excuses-là que j'entends encore, tu vois, dans la bouche des gens. Et ça, cette inhibition de l'action, par la peur, évidemment, c'est toujours la peur qui, quand elle s'installe dans les choix, nous fait ne pas le faire, finalement, les actions. Donc il faut sortir de la peur en se disant que ce qu'on nous propose dans la vie, c'est une quête, c'est une aventure. Et une aventure, il y a des ratés, tu vois, il y a des trucs qu'on tente et qu'on n'y arrive pas, mais ça fait partie de l'aventure. Donc il n'y a pas de perfectionnisme dans la vie, ça n'existe pas. Ça a été un gros morceau aussi de ma conférence au potentiel humain, c'était parler de l'incomplétude de l'être humain, euh, qui se retrouve dans toute l'histoire des sciences, dans toutes les branches de la science, de la physique quantique aux sciences cognitives, en passant par les neurosciences, en passant par la logique, avec les théorèmes de Kurt Gödel. À chaque fois qu'on a essayé d'amener la complétude dans une théorie, que ce soit les mathématiques, que ce soit encore une fois la physique, etc., on est arrivé dans une impasse. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y avait des paradoxes. En physique quantique, t'as 1 milliard de paradoxes. Le paradoxe du chat de Schrödinger, il y a des paradoxes partout. À partir du moment où tu acceptes que c'est incomplet, et c'est grâce à l'incomplétude que c'est cohérent, ça c'est vraiment les théorèmes d'incomplétude de Kurt Gödel qui nous ont amené ça, et que tout système cohérent est forcément incomplet, et que tout système complet est forcément incohérent, si tu pars du principe que le monde qui nous entoure est cohérent, et que la vie est cohérente, c'est que forcément c'est incomplet. Il y a de l'incomplétude, c'est-à-dire dans notre regard, et c'est normal. Si je regarde à partir de mes yeux à moi, forcément je ne vois pas mes yeux par exemple. L'œil qui regarde ne se voit pas lui-même. Donc il y a un truc dans le décor qui est incomplet. Je peux pas voir la globalité de cette pièce par exemple. Parce que
moi, personnellement, ben, je vois pas mon visage. Euh, etc., etc. Et c'est pareil en mathématiques, c'est pareil en physique quantique, c'est pareil partout. Donc il y a de l'incomplétude partout. S'il y a de l'incomplétude, c'est pas parfait. Votre regard n'est pas parfait, votre considération du monde n'est pas parfaite. On peut pas s'extraire du monde, on peut pas s'extraire de la bulle pour voir la bulle. Donc ne cherchez pas la perfection, elle n'existe pas. Théoriquement, conceptuellement ou même dans les actes. Vous ne pourrez pas faire un truc parfait. Vous pourrez toujours faire mieux que ce que vous venez de faire. Donc je sais bien, pour ceux qui pratiquent un peu le sport, Roger Federer, il vous dira jamais qu'il a fait un service parfait. Il va dire non, j'aurais pu taper plus fort, j'aurais pu faire un slice meilleur, etc. Personne qui est arrivé à un niveau de maîtrise où on se dit mais lui c'est le meilleur joueur de la planète ne vous dira je suis parfait. Même Okusai, le grand roi de l'estampe japonaise, qui a fait la vague de Kamakura, je pense qu'on a tous en tête cette vague au-dessus du mont Fuji. Bon, mais c'était le maître des maîtres. Arrivé à la fin de sa vie, il disait, là, il avait 80 balais, il allait bientôt mourir, et dans ses mémoires, il disait, là, je commence à m'approcher de la perfection de mon art. Bon, c'était une phrase qui était, à mon avis, pas dénuée de, comment dire, d'arrogance. Il devait être bien arrogant, le vieux monsieur. Mais même lui, il disait, je suis pas parfait. Je m'approche de la perfection de mon art. C'est-à-dire juste de l'estampe. Je vous parle pas de l'art en général. Je commence à m'en approcher. À 80 balais, après avoir peint toute sa vie et fait des estampes toute sa vie. Donc, pas de perfection. Donc, passage à l'acte immédiat. Voilà. Tal Ben-Shahar, c'est un très bon penseur, un très bon philosophe qui écrit des petits bouquins de développement personnel qui sont excellents. Qui parle, lui, de l'optimalisme. C'est-à-dire, on cherche juste à faire mieux que le coup précédent. On cherche à optimiser. Et donc, il oppose l'optimalisme au perfectionnisme. Perfectionnisme, c'est mortifère, ça va vous empêcher d'avancer. L'optimalisme, la courbe, elle est pas comme ça, elle est comme ça. Donc, parfois, on échoue, puis on réussit, puis après on échoue, mais sur la longueur, ça fait un truc qui monte. Donc, le point de départ et le point d'arrivée, on a progressé. Par contre, le chemin, c'est ça, c'est sinueux. Alors que le perfectionnisme, il veut toujours que ce soit une ligne droite qui s'améliore. Euh, voilà, par rapport aux perfections et à l'inhibition de l'action. Très fort. J'ai eu une discussion récemment avec mon épouse justement et c'est ce que j'aime le plus chez mon épouse, c'est qu'elle est capable de me confronter autant que je suis capable de la confronter elle. Je vais pas te mentir, en général, c'est plutôt moi qui suis confrontant, mais quand c'est elle qui le fait, c'est pas à moitié. Et justement, elle me disait, voilà, regarde, t'es en train de lancer plein de choses pour le moment, t'es en train de faire plein de trucs, et ça fait partie de toi, donc je l'accepte. Mais j'ai l'impression que là, c'est mon devoir de te dire que tu pars trop dans tous les sens. Ok. Et je lui dis, ok, là, on est sur une conversation que j'ai pas du tout envie d'avoir, donc il faut l'avoir. Tu vois ce que je veux Eh, dire? Ah ouais. oui. Donc du coup, je Bravo, lui dis ça. c'est Ah, fort. merci, mais c'est bon. Tu sais, on travaille sur nous pour aider un max les autres, et il y a un moment, il faut voilà, une honnêteté intellectuelle et morale, comme je le dis. Donc, on agit. Et alors là, je lui dis bon, j'ai pas du tout envie d'avoir cette conversation, mais vas-y. Et elle me dit, factuellement, ça fait 3 ans que tu dis la même chose. Là, tu as l'opportunité de le faire et tu le fais pas. Hmm. Pourquoi? Pourquoi? Et là, j'étais en mode ah, là, elle est très forte. Et j'étais entre le ah ouais, j'ai pas envie de répondre à cette question et le c'est pour ça que je l'aime, tu vois? C'est Donc, ça. et au final, ben, j'ai une conversation que j'avais, alors je pense, de façon totalement involontaire, mis de côté avec moi-même. Ouais. Aussi, avec toujours cette idée de, ouais, j'ai d'autres chats à fouetter, entre guillemets. Mais là où je veux en venir, c'est que ça m'a poussé, en fait, à une action très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et donc, ça va possiblement, je n'en ai aucune idée, mais peut-être que dans 2 mois, je pourrais annoncer quelque chose d'extraordinaire. Ou pas. Mais au moins, j'aurais passé l'action, quoi, tu vois. Et c'est là aussi où je veux en venir, et je reprends une petite phrase aussi du bouquin, qui est mieux vaut risquer de se perdre qu'hésiter à agir, vivre dangereusement. Tellement parfait. C'est, tu vois, et c'est aussi cette, car l'hésitation est une maladie des hommes inachevés, soyez des hommes ou des femmes aiguisés. Alors, voilà, moi quand je lis des choses comme ça et que je discute avec des gens comme toi, mais comment veux-tu hésiter à agir? Tu vois ce que C'est je ça. veux dire? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est s'entourer des frères de lumière, de cœur, Exact. comme on se S'entourer trouve. de l'âme aiguisée, carrément, ouais. Mais bien sûr, ça nous inspire tellement. On voit, voilà, des gens qui réalisent des beaux projets, je sais pas, qui nous inspirent les uns les autres. On se dit, mais finalement, quelle hésitation j'avais à avoir? Aucune, Hmm. quoi. C'était, je fais ce que j'aime, je me lance, pleine balle, comme dirait Slim. Ouais. Tu sais, dans le mentorat qu'il fait, ça s'appelle All In.
Alors, je suis fier parce que c'est moi qui lui ai trouvé son nom. C'est-à-dire que Slim, on est toujours tapis. C'est-à-dire, je mets rien en réserve. Je suis tapis. C'est comme au poker. Tiens, all in. I'm all in. Et dans la vie, en fait, faut pas se dire qu'on peut être autre chose que tapis, en fait. Comme au poker, on a mis déjà, dès qu'on est né, tous les jetons sur le tapis. Il y a rien en réserve, hein. C'est la vie ou la mort, quoi. En fait, il y a rien d'autre. Donc, on n'a qu'une seule vie jusqu'à preuve du contraire. Allons-y à fond. Il faut pas hésiter à oublier par exemple, à réaliser ses rêves. Et c'est le message profond aussi de One Piece. Il y en a plusieurs, mais il y a celui-là. Vraiment, l'homme meurt le jour où il cesse de poursuivre ses rêves. C'est Barbe Noire qui dit ça quand il se rencontre avec Luffy pour la première fois. Poursuivre ses rêves, c'est tout. Euh, voilà. Et en poursuivant ses rêves, on va trouver l'amour de sa vie, on va trouver les camarades de l'équipage, on va trouver les gens qui résonnent comme nous. Et on va laisser par contre les autres qui ne veulent pas le faire. Et il faut pas trop s'en offusquer non plus. Ouais, c'est très vrai. Ma mère, elle avait tendance à dire 10 secondes de courage. En fait, elle disait Benja, 10 secondes de courage, ça change une vie. Ouais. Et ces 10 secondes de courage, je me les suis posées au moment où, bah, voilà, pour la petite histoire, mon épouse, c'était une amie avant, où je me suis dit, en fait, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Là, tu es en train, tu vois, tu donnes pas de l'amitié à quelqu'un qui cherche l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Et en Ouais. fait, j'étais en train de lui donner de l'amitié, j'étais en train de prendre de l'amitié, mais moi, je recherchais de l'amour. Et il y a un moment où j'ai eu cette honnêteté, encore une fois, où je me suis dit, OK, là, c'est 10 secondes de courage. Dans le pire des cas, ben, juste t'as été honnête et ça va amener ce que ça doit amener. Et en fait, bah maintenant on est mariés, on est ensemble depuis 8 ans, enfin 7 ans, pardon. Mais l'idée c'est ça, c'est en fait autorise-toi à suivre ce rêve parce que One Piece c'est Ouais. ça au final, tu vois. C'est certains voient l'océan, moi je vois le rêve de liberté. Voilà, pour Ouais. encore reprendre une petite phrase de Pierre Etchard de l'année dernière. Mais c'est Et tout ça en fait, c'est cette perception, c'est cette perception. Et je te remercie de. On parle le manga c'est la vie, hein, comme dirait certaines personnes sur YouTube. Le manga c'est la vie, One Piece c'est la vie. Mais moi, je suis assez d'accord là-dessus. Et j'ai envie de rebondir sur les nakamas, quoi. J'ai envie de rebondir sur l'environnement, dans le sens un peu large du terme. Enfin, je dis toujours aux gens, entourez-vous de personnes inspirantes. Et il y a toujours un peu cette petite phrase, c'est que si tu es la personne la plus compétente de la pièce, tu es possiblement dans la mauvaise pièce. Donc Mmh. ici, il y a aussi, après, j'ai envie de mettre en perspective, qui est que c'est pas parce que tu es la personne la plus compétente de la pièce dans un domaine que tu l'es dans Ça. tous les domaines. Et c'est aussi ça, cette complémentarité. Qu'est-ce que tu Mmh. penses un peu de ça dans l'univers du samouraï moderne? On a parlé des premières étapes, on a parlé de l'envers soi et de l'action. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de l'environnement dans lequel le samouraï moderne devrait alors, devrait, je vais utiliser ce terme-là, dans le meilleur des cas, entre guillemets, tourner, être, s'entourer pour devenir la lame la plus aiguisée possible. Mmh. Ouais, c'est très juste. Euh, Bon, vous avez compris que ce livre, je l'ai lu 150 fois, parce que je suis capable de le citer de tête comme ça sans arrêt, mais il y a vraiment un passage où il dit, où le maître Isoguchi est questionné par ses élèves, donc, et, euh, et le maître Isoguchi dit, bon, vous me questionnez par rapport au fait que c'est vrai, c'est une voie solitaire, la voie du samouraï moderne. Cependant, c'est normal qu'elle soit solitaire. C'est comme ça. Il faut vous mettre ça déjà dans la tête que vous allez être ceux qui marchent à contre-courant de la masse, et que donc sur votre trajet, il y aura peu de gens, vous allez croiser peu d'autres samouraïs modernes. Et que moi, en effet, arrivé à 36 ans, j'ai enfin trouvé des autres personnes, des frères de cœur, que je peux appeler frères de cœur, quoi. Et je les ai cités au début de ce podcast. Et c'est très juste ce que tu as dit. C'est des gens qui ont d'autres expertises très complémentaires à la mienne. Voilà, Slim c'est le mouvement, et c'est aussi la philosophie. Hein. C'est des gens qui sont tellement pléthoriques que je peux pas mettre un seul qualificatif. Mais Steve, il est connu pour l'aspect de la méditation, de l'introspection, du travail sur soi, etc. David, c'est vraiment l'entrepreneur. T'as un conseil business entrepreneur. Le gars, il lance des entreprises tous les matins. Tout ce qui touche, ça se transforme en or. Enfin, voilà. Euh, Jérémy, c'est la neuroproductivité. Il va t'expliquer toutes les voies du cerveau et tout ce qui se passe dans le cerveau, etc., etc. On a Nicolas Mercadier qui est dans euh, l'élevage, la permaculture, le rapport aux animaux et à la nature, etc. Si j'ai envie de faire une aventure, de lancer un business, peu importe le projet que j'ai là, de partir en voyage ou quoi, je sais que je peux prendre un frère, lui demander conseil.
Tu vois, peu importe le projet qu'on a. Je pense j'ai pas cité JB Bourgeois qui est médecin urgentiste. Bon, ben, on a un médecin urgentiste dans la bande, c'est notre chopper, voilà, on a vraiment comme Luffy, quand il part à l'aventure au tout début, chapitre 1, il dit bon alors il me faudrait un équipage de 10 personnes, et il faudrait qu'il y ait lui, un cuistot, parce que comme ça au moins, je serais complet quoi. Ben, c'est exactement ça, mais ça se provoque pas, enfin je veux dire, ça se fait pas par la force quoi. C'est-à-dire, on entend de s'entourer de personnes inspirantes et de gens qui nous élèvent mutuellement, mais c'est comme l'ikigai quoi. Si tu le cherches avec une volonté de le chercher, tu risques de pas le trouver. Il Mmh. faut incarner les choses, cheminer, et sur le chemin, de manière, vraiment, c'est de la sérendipité, c'est-à-dire de manière hasardeuse, sans le chercher vraiment, ça va se provoquer, ça va avoir lieu. Il faut être patient par rapport à ça, et c'est pour ça que le maître Isobushi, dans l'éthique du samouraï moderne, dit bien, faites votre chemin. Ça va être solitaire, mais de temps en temps, vous allez croiser un autre samouraï. Et là, normalement, quand c'est un vrai, ça se passe un éclair. C'est-à-dire, par le regard, par deux, trois échanges, c'est tout de suite. Et moi, ça a été comme ça avec tous les frères. Julien Lepage, Slim, Steve. 5 minutes ont suffi pour qu'on se prenne dans les bras. Et dire, maintenant, c'est à la vie et à la mort. Et c'est vraiment le cas, en fait. Le temps est en train de valider ce qu'on a ressenti dès les premières secondes. C'est-à-dire, le temps passe, mais si demain, il faut mourir pour eux, je meurs. Vraiment. Slim, il bouge jamais de son Bali, Thaïlande, c'est le nomade quoi. Il vient jamais aux événements physiques. Euh, je lui ai dit, je fais le congrès, j'aimerais que tu viennes. Il est revenu de Bali et il a fait son atelier. Il m'a dit, mais pour toi, je traverse la planète. Ça coûte 5000 balles en billet d'avion. Je viens tout demain. Il n'y a pas de problème. C'est la famille. Donc c'est comme ça quoi. C'est comme ça qu'on se jauge et qu'on s'élève mutuellement et qu'on exige aussi le meilleur des autres par amour. C'est-à-dire, c'est vraiment qui aime bien exige le meilleur. C'est pas voilà, qui aime bien châtie bien, c'est je châtie personne moi, j'exige le meilleur parce que j'ai totalement confiance en tes qualités. C'est aussi ça donc c'est comme ça qu'on s'aiguise pour reprendre ton expression. On aiguise la lame grâce aux mains des gens pas qu'on a trouvé sur notre chemin mais avec qui ça a matché complètement, vraiment une complémentarité quoi. Ouais, ça me parle beaucoup parce que j'ai 2-3 gars comme ça un peu solides dans mon entourage qui sont pas du tout dans le bien-être de base. Mais tu vois, je leur apporte un peu cette vision-là. Ouais. Je rigole toujours un peu avec ça, mais j'ai un de mes meilleurs amis qui est comédien. Donc lui complètement dans l'artistique, l'autre qui est dans la sécurité informatique, super high level, très avocat. Je dis toujours à chaque fois qu'on va quelque part, tout le monde croit que c'est mon avocat et tout le monde pense que je suis son garde du corps, donc c'est très drôle, tu vois. Mais par contre, il m'aide à aiguiser ma lame sur certaines choses et moi, c'est réciproque dans le sens contraire, quoi. Ou moi, je vais lui dire, écoute, là, je sens que t'es un peu fatigué, est-ce que ton sommeil, ça va? Ouais, un peu moins. Bah, écoute, essaye de changer ça dans ta nutrition. Ah, ok. Ou là, je dis, écoute, j'essaye de travailler avec des entreprises pour le moment. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, est-ce que t'as été voir le N1? Ah non, je connais pas les codes. Et tu vois, on s'aiguise mutuellement. Donc, c'est très intéressant. Et puis, il y a aussi cette idée d'environnement, encore une fois, là on vient de parler plus de l'équipage, tu vois, avec les Nakama, mais aussi là j'ai envie de parler de l'océan, j'ai envie de parler de la mer. Est-ce que cet océan, c'est un peu, tu as voulu te créer ta grande line à toi à travers l'école, donc à travers le centre de l'Hormèse. Parce que moi, je vais être totalement transparent avec toi. On n'avait eu aucun contact ensemble avant que j'aille aider Victor, etc. On s'est croisés, mais très vite, parce que bon, il y a rien à faire avec des événements comme ça. En plus qu'on ne se connaissait pas, bah, c'est vraiment un peu comme tu dis, c'est salut, ça va, ça me fait plaisir d'être là. Et puis voilà, on peut pas vraiment faire plus, mais connexion entre guillemets où je me suis dit tiens j'aime beaucoup l'énergie en fait je peux pas vraiment dire plus mais moi plutôt que de vouloir aller sur ton bateau pour le coup j'ai vraiment eu cette envie de voguer sur les mêmes mers et c'est comme ça que j'ai un peu rencontré le centre de l'Hormèse pour le coup même si là par contre l'équipage bah moi Victor en fait partie de mon équipage moi je suis plutôt alors le cœur c'est Zoro mais je pense que sincèrement je suis plus du côté de Brooke tu vois dans l'âme, tu vois, je suis plus Brooke, ah, il faut Mais être honnête. Brooks, ce qu'on sait pas, c'est que c'est peut-être le plus fort en fait. Et il Il est est solide, incroyable. hein. Ouais, ouais, il est solide, ouais, ouais. Je veux dire, mais voilà, donc dans l'idée, je pense que ça, je suis plus chez Brooke, mais voilà, le cœur, c'est Zoro, quoi. Mais dans l'idée, c'est ça. Est-ce que
Tu penses que ça a été quelque chose de conscient, d'inconscient ou pas du tout, de créer cet environnement, de créer du coup cette grande line, donc pour ceux qui n'ont pas la ref One Piece, cette école de l'Hormèse, afin de pouvoir aider les gens, peut-être pas à rejoindre directement ton bateau comme tu le dis, parce qu'il faut pas forcer les choses, mais au moins à être dans ton sillage en disant, ok, c'est toi un peu là pour le coup j'ai envie je lâche les rêves, tant pis. Goldie Roger, t'as lancé la nouvelle ère des pirates, let's go. Et puis t'as des énervés comme voilà, comme ceux qu'on a cités, hein, les frères de Lumière, Slim, Steve, etc., n'ont même pas cherché. Ils se sont dit, non mais ce gars-là, je veux le suivre, je veux y aller, parce qu'encore une fois, pas d'hiérarchie, juste une complémentarité dans l'équipage. Qu'est-ce que C'est ça. t'en penses avec ce centre de l'Hormèse par rapport à tout ce que je viens de dire? Ouais, c'est adorable, c'est vraiment adorable. Et c'est parfait ce que tu as dit parce que si j'ai vraiment un truc à cœur, c'est que chacun vive sa propre aventure en fait. C'est exactement ça. Chacun prenne la mer et aille naviguer avec les gens qu'il aime, avec les gens sur lesquels il peut se reposer, etc. Pour écrire son histoire quoi. Parce que dans les théorèmes et les théories de One Piece, je crois beaucoup à celle qui dit que Roger, quand on l'a vu rire en découvrant le One Piece, c'est qu'il a lu une histoire, et que cette histoire, c'est sans doute l'histoire de Luffy, qui est un truc au niveau de la temporalité, qui nous Ouais, je suis raconte d'accord pas avec toi. l'histoire Ouais. de Joy Boy, mais qui nous raconte en fait l'histoire de Luffy. Bon, De bref. Luffy, ouais. Et donc, en fait, c'est lire une histoire, c'est raconter une histoire, c'est raconter son histoire, tout simplement. Et dans ça, on est chacun le capitaine, chacun dans un équipage, quoi. Si on veut pas être le capitaine, on n'est pas le capitaine, mais moi j'ai été très fier d'être désigné comme ça par les autres. C'est pas moi qui me suis inventé comme ça, mais c'est vraiment ce groupe d'amis qui dit bon, bah, vas-y toi, et on te suit. Et ça c'est adorable, mais si vous connaissez One Piece, vous savez très bien que Luffy se prend des tannées par tout le monde en fait. Il dit que c'est le capitaine, mais c'est le plus volatile, qui prend des décisions de merde et qui voilà. Et Slim m'a mis un tarif hier. Il m'a dit là, tu vois, dans cette des conversations que tu as eues avec telle personne et tout, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu n'aurais pas dû faire ça. Bon, mais c'est Sanji qui met une grosse patate à Luffy, tu vois. C'est exactement la même chose. Bref, le centre de l'Hormèse, euh, c'est un peu un projet de vie. Hein. Maintenant, il va y en avoir d'autres, évidemment. Des projets de vie, on passe d'un à un autre, mais faire une école. Franceschi en parle très bien de la transmission, c'est-à-dire écrire un livre, transmettre, dans l'éthique du samouraï moderne aussi, il en parle. La transmission, c'est, pour moi, c'est une question existentielle, hein, tu sais, c'est comment marier notre nature, notre finitude, notre propre finitude, le fait que nous soyons mortels, et notre besoin de transcendance. On est sans cesse en train d'explorer ce double versant-là, qui est difficilement compatible au niveau intellectuel. C'est-à-dire, je suis mortel, et il y a quelque chose en moi qui me dit de dépasser cette condition-là. De faire un enfant, d'écrire un livre pour les prochaines générations. Moi, ça me fait penser toujours aux bâtisseurs de cathédrales ou aux gens qui construisaient des monuments en bois, qui plantaient des arbres en se disant, dans 50 ans, l'arbre aura poussé et on pourra construire un bâtiment qui mettra encore 20 ans, etc. Donc le gars, il savait très bien que c'était ses enfants, voire ses petits-enfants, qui allaient utiliser l'arbre qu'il allait planter. C'est lui qui mettait la graine. Donc le fait d'être mortel, le fait d'avoir un certain rapport avec la temporalité était complètement autre par rapport à nous actuellement en 2024. Mais nous aussi, on réfléchit à qu'est-ce que je lègue au monde, tu vois. Et faire une école, c'est quelque chose. C'était vraiment un projet qui m'inspire toujours énormément, transmettre, et, euh, et qui a été l'aventure de Grand Line. C'est-à-dire, ok, je pars sur un terrain incognita, complètement inconnu. Ça me fait peur, donc c'est qu'il faut y aller, comme toi avec la conversation qui était désagréable. Euh, Comme le disait, je sais plus si c'est Gandhi ou un autre, si vos rêves vous font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands, quoi, tout simplement. Donc là, ça fait bien peur. Ok, on va former des élèves. Je sais pas combien il y en a avoir. J'ai eu la chance qu'il y en ait énormément, un gros engouement dès le départ. Euh, ok, on le fait. Pareil pour le pont du Gard. Faire un congrès au pont du Gard, classé UNESCO patrimoine mondial. Quand Karine m'a proposé ça, ça m'a foutu les jetons. Et dit bon, alors faisons-le. Faisons-le. Et c'est un petit peu ça tout le temps. Donc, je sais que les prochaines étapes, ça va être écrire un livre, écrire plusieurs livres.
Euh, ça va être peut-être les enfants aussi, devenir papa, tout ça. Donc la vraie aventure de la vie, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, c'était de la rigolade, mais être papa, c'est la vraie aventure, quoi. Euh, c'est ce genre de choses, en fait, hein, euh, qui nous font peur, et c'est là où on se provoque un chemin de croissance. C'est là où on accepte que la volatilité, le hasard, l'imprévu fasse sens. C'est ok, puisque je suis arrivé sur une terre inconnue. Donc, ok, j'accepte l'inconnu, j'accepte les coups du hasard, j'accepte aussi ce que je vais considérer comme des erreurs ou des échecs, mais en fait qui sont juste là pour me donner de l'apprentissage et me faire grandir. J'accepte. Si j'accepte ça, j'accepte l'aventure, et ben alors tout va bien se passer. Ouais, j'ai envie de reciter une petite partie du livre, justement, Ouais. c'est dans la conduite de votre vie, soyez comme le nuage. Sachez prendre toutes les formes en restant toujours vous-même. Je pense que tu l'as dit d'une bien belle façon en fait, hein, à travers cet équipage, à travers cette possibilité d'être papa, cette création d'école, etc. Parce qu'encore une fois, si t'es comme enfin, tu l'as aussi très très bien dit, à travers justement ce travail de ok, ben je suis devenu le capitaine par choix des autres. C'est aussi le fils, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que bon, attention, petit spoil Aïe. pour ceux qui sont là. Attention, mais je vais pas Enfin, trop si. spoiler, mais Onigashima, tu vois ce que je veux dire? Il y a cette partie où en fait, t'as tous les membres de l'équipage qui se battent contre des cadors de chez Cador. C'est quand même un équipage de Yonko pour le coup. Donc ceux qui connaissent pas trop, on est vraiment sur du gros level au niveau de difficulté. Et tous, mais tous, ils se battent contre des gars où tu te dis ils vont fuir. Et en fait ils fuient pas. Et à chaque fois ils ont cette phrase de je ne mérite pas de faire partie de l'équipage du futur roi des pirates si je ne vais pas à la confrontation. Et Exactement. ça, après qu'à le dire, j'ai des frissons parce que c'est ça en fait. C'est si tu veux être de l'aventure, il n'y a pas de problème, mais accepte qu'il pourrait y avoir de la casse pour toi, mais aussi pour l'autre. Et ça, c'est Mm. encore une fois aider l'autre à. Et là, on repart peut-être sur Demon Slayer, mais c'est ce côté d'abnégation aussi où tu vas forger les katanas des autres, mais tu fais partie d'un tout qui est tellement plus grand que toi. Qu'est-ce que tu penses un peu de ça? Amen. Amen à tout ce que tu as dit. Euh, bon, je suis obligé de citer encore mon style. Euh, Slim, il fait partie, mais comme tous les autres, hein, ce genre de personnes qui sont tellement inspirantes que beaucoup de gens, comme je sais pas, comme des animaux qui seraient attirés par une nourriture, tu vois, ils sont attirés par Slim, tu vois, par Slim, par Steve, par tous les autres, par tous les gens que j'ai cités précédemment, et par des gens comme toi qui rayonnent aussi, hein. Euh, donc, ils viennent leur demander des conseils, tu vois. On demande des conseils, bon, santé, sport, tout ça. Et ils me partageaient une anecdote où quelqu'un était venu le voir et elle commençait à le questionner sur le mouvement. Tu vois, il faisait beaucoup de sport, tu vois. Il faisait du crossfit, il faisait du mouvement, il faisait plein de choses. Un bon solide, comme on dit. Et puis, Slim lui montre que il y a d'autres perspectives. Il y a un univers, il y a des profondeurs dans le mouvement. Donc là, ça le fascine, tu vois. Donc, et tous les jours, il revenait avec un peu plus de questions, tous les jours, tu vois. Et il y a un jour où il a dit, c'est qui c'est qui t'inspire? C'est qui tes héros, tu vois, voilà, qui c'est qui t'inspire dans le mouvement, etc. Et mais c'est moi, c'est moi-même. Tu rigoles ou quoi? Évidemment que c'est moi-même. Et ça, c'est tout le dialogue les propositions de David Goggins. Goggins, il ne parle que de ça. Il dit, vous êtes votre propre héros. Arrêtez de, arrêtez de rêver en regardant les autres. En fait, vous avez toutes les qualités qu'ont ces héros-là. Toutes. L'abnégation, le courage, le goût de l'effort, la détermination, la discipline. En fait, vous avez tout ça déjà. C'est juste que vous ne mettez pas en place, mais vous l'avez. Vous êtes, comme je dis souvent, si vous regardez sous votre chemise, il y a le cycle de Superman. En fait, vous êtes déjà le super-héros dont vous rêvez quand vous regardez les films Marvel. Seulement, vous n'avez pas regardé au bon endroit. Vous n'avez pas mis en application. Vous n'avez pas fait la mise en œuvre, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très puissant à se le rappeler. Rester soi-même, travailler sur soi-même, accepter qu'on est fabuleux et qu'on a en fait un trésor entre les mains, c'est la vie. Et dans ce processus complexe et dynamique du vivant, on a une machinerie là qui est euh, d'une complexité. Normalement, je ne devrais même pas employer le mot machinerie. C'est très réducteur de dire que c'est une machine. Vous prenez une machine qui est capable d'apprendre, d'évoluer, de se transformer, et vous n'êtes même pas au niveau 1 millième de ce qu'est le vivant. C'est
on est incapable de décrire ce qu'est le vivant, tellement que c'est complexe. C'est la complexité, ça a été étudié par Prigogine, par des grands chercheurs qui ont essayé de comprendre qu'est-ce que c'était la complexité, qui ont commencé à parler de complexité. Bon, il a eu un prix Nobel quand même en physique, mais c'est infini, c'est infini. Et on a du mal, pour un cerveau humain, de se représenter l'infini, c'est très compliqué. Mais bref, on a ça en nous, en fait. On l'a déjà, ce truc presque infini, cette complexité, cette beauté. Donc on est déjà plus qu'un Superman, en fait. Il faut juste en prendre conscience et le mettre en application. Donc, protéger ça, le mettre en œuvre, c'est gagner en amour-propre, c'est oser l'aventure de la vie, c'est oser partir donc sur la quête de Grand Line, One Piece, tout ce que vous voulez, tous les récits bibliques, tous les récits arthuriens, la quête du Graal, ce n'est que ça en fait. C'est Perceval, qui est un paysan, t'as un groupe de chevaliers qui passent, et lui il croit que c'est des anges en fait, parce qu'ils brillent avec leurs armures. Il dit comment on fait pour devenir un ange? Et les chevaliers rigolent, il dit mais va voir le seigneur là, il va t'adouber et tu deviendras un chevalier. Et ils partent en rigolant. Et en fait, Perceval dit bon, je vais faire ça. Il va voir le seigneur, mais c'est juste un paysan, Perceval. Et comme dans Camelot, la série d'Alexandre Astier, au début, il est un peu bête. Pour ça, il pose des questions bêtes, quoi. Mais après, il devient hyper intelligent, et Perceval, c'est celui qui va trouver le Graal. Il se fait adouber, etc. Mais là, dans tous ces quêtes et ces récits, t'as toujours, en fait, l'aventure qui tombe sur le coin de la tronche du héros alors qu'il a rien demandé. Il est seul là, dans sa ferme et ça lui arrive. Mais c'est ça la vie, c'est imprévu. On nous propose une aventure et une quête. Souvent, dans le monde occidental, âge adulte, c'est-à-dire à 18 ans, c'est-à-dire tout d'un coup, on te laisse, et vas-y, envole-toi, petit oiseau, liberté. Tu quittes le foyer. Et ça fait peur, parce que la liberté, ça veut dire prendre ses responsabilités. C'est tout d'un coup, ah ouais, si je veux être libre, avoir mon propre appartement, me cuisiner ma propre bouffe, je dois prendre mes responsabilités, de gagner de l'argent. Ah oui, d'accord, c'est ça. En fait, la liberté, c'est la responsabilité. Mais face à cette prise de liberté que tout le monde désire, personne ne veut prendre ses responsabilités. C'est là où c'est problématique. Pour gagner en confiance et se dire que je vais pouvoir prendre mes responsabilités, il faut déjà se dire qu'on est extraordinaire, qu'on est super. C'est toujours ce cercle-là. Donc, la confiance, l'absence de peur, qui permet la prise d'action, la décision, l'aventure et la rencontre. Voilà, c'est ça. Hein. C'est fort, c'est très très fort parce que c'est un très très beau cercle vertueux et je suis certain qu'avec ce que tu viens de citer, il y a des gens qui vont mettre le doigt sur des choses en disant ah ouais, c'est là que je bloque en fait. Ouais, Parce dans que cette pour étape-là reciter aussi. Taleb, exactement, ouais, vraiment dans cette étape-là, et je te remercie parce que c'est aussi la volonté de ce podcast de bien sûr d'échanger avec des gens comme toi, vraiment pour moi inspirants et qui me m'aident aussi à m'élever, ne serait-ce que personnellement, mais aussi les auditeurs et auditrices, hein, c'est toujours le but, travailler pour soi mais aussi pour les autres en transmettant. Cette transmission, elle est propre à toi forcément, mais aussi c'est quelque chose que je veux aussi faire. Donc je te remercie de me donner la possibilité de faire ça. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très important à dire, c'est dans ta quête, dans notre quête d'authenticité à chacun, c'est accepter qu'il pourrait y avoir de la casse aussi, c'est accepter de devenir, comme tu dis, notre propre héros du quotidien, pour citer un ami, Marc Bégoud. Donc ici, il y a cette idée de devenir notre propre héros du quotidien, mais aussi accepter que l'on puisse briller, même si des fois, de notre perception, ça peut être quelque chose de problématique pour les gens autour de nous. Donc accepter ça. Et là, j'ai envie de citer Taleb avec le fameux jouer sa peau. C'est-à-dire que si vous faites des actions toute votre vie et vous ne jouez jamais votre peau, là, je te pose la question, Pierre, parce que je me la pose en même temps. Est-ce qu'on est en capacité de devenir qui on a vraiment envie d'être ou qui on a possiblement en capacité d'être? Moi, je pense que non. Mais j'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Euh, tu sais que l'un des facteurs de croissance prédominants chez la femme comme chez l'homme, hein, c'est entre autres, c'est réductionniste de dire ça, c'est entre autres la testostérone. Hmm. Et la testostérone, le meilleur moyen de booster la testostérone, tu sais ce que c'est? Fais-nous rêver. On en parle beaucoup, la baisse de testostérone dans le monde Oui, moderne, à parce fond, que à fond. facteur endocrinien, parce que ceci, cela, et Moi, donc on j'aurais va, tendance à aller dans le mouvement, mais je pense que tu vas aller ailleurs. ouais, tu vois, on va citer l'entraînement physique, on va citer, pourquoi pas, la complémentation en certains compléments alimentaires, etc. Et j'entends, mais ce qui Ouais, tout à va fait. de loin, mais de très loin booster la testostérone, c'est la compétition. Ah, C'est-à-dire que tu te fort. mets avec un bro, vous fumez sur un entraînement physique, vous fumez sur un jeu, mais comme les échecs, tu vois. Vous fumez sur n'importe quoi, un truc intellectuel, mental, un jeu, où tu veux battre l'autre. En fait, il y a un truc en toi, animal, qui va
qui va provoquer des facteurs de croissance. Le corps, il se dit, attends, lui là, il faut que je grandisse pour pouvoir le manger. Très concrètement, hein. Ça c'est un compétiteur dans la nature. Et en fait, ça c'est hyper sain. Ça fait partie de nous. Alors que dans la société actuelle, c'est tout le monde a gagné, c'est-à-dire tout le monde a une médaille en chocolat. Tout le monde, non, il n'y a pas de perdant. Ah non, t'as pas perdu au jeu. Ah non, mon petit canard, t'inquiète pas. Et puis t'as le droit d'être ce que tu veux, tu vois. Demain, si tu veux être une licorne à pois rouge, tu es ce que tu veux, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est en voulant être englobant, on aplanit en fait nos aspérités et on nous empêche d'être complémentaires. Vous savez, ce qui est complémentaire, comme les rouages d'une montre, c'est parce qu'il y a des crans, il y a des pics. C'est ça qui nous permet d'être complémentaires avec quelqu'un d'autre et qui fait la richesse du genre humain. À partir du moment où vous avez des roues qui sont plus crantées mais toutes lisses, ça s'accroche plus. Et on peut plus être complémentaires. Ah, Euh, Lisser les choses, dire que tout se vaut, chercher la linéarité, ça détruit le vivant. Et donc, Taleb, quand il nous dit jouez votre peau, skin in the game, c'est ça aussi qu'il veut dire. C'est-à-dire trouver des situations où vraiment il y a une prise de risque. Peut-être que ça va être face à un adversaire, peut-être que ça va être mettre les gants et faire un sparring avec un adversaire dans de la boxe. pied Euh, bouche. un gros pied-bouche, voilà. Peut-être que ça va être aussi aller à un atelier de mouvement de slim ou bien aller à un cours de CrossFit. Et moi, le CrossFit, ça me met des claques à chaque fois parce que je me dis que j'ai un certain niveau de fitness. Je vais au CrossFit, il y a des petites nénettes, elles soulèvent des barres plus grosses que moi, elles font des front squats, elles ont plus de mobilité que moi, elles marchent sur les mains. Je suis là, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? Je suis nul en fait. Euh, et tu te prends des grosses claques et t'as envie, et il y a un truc épidermique qui te dit, punaise, là, je vais me donner à fond et je vais essayer de les battre. Je vais essayer de finir le chrono avant eux. Je vais essayer d'être dans le WOD du jour, le meilleur et tout. Peu importe la forme que ça prendra, cette, euh, cette petite adversité, compétition entre amis, compétition amicale, est salvatrice en fait. Et s'il n'y a pas cette compétition amicale entre petits lionceaux, quand ils apprennent à jouer, ils vont mourir en fait. Et c'est pour ça que la maman lionne, elle les regarde et elle les laisse jouer, à se chamailler et à apprendre ce que c'est les griffes et les crocs, parce il faut qu'ils savent que ça fait mal. Moi, Ouais. pour la première fois de ma vie, j'ai eu un chien personnellement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les chiens, c'était dans ma famille, donc c'était le chien de toute la famille. Mais comme j'ai acheté une maison dans les Hautes-Pyrénées, je me suis dit, j'ai réalisé un rêve, je me disais, je vais avoir un gros toutou à moi. Parce que j'aime vraiment les chiens. Mais j'en ai pris qu'un, j'en ai pas pris deux. Donc c'est-à-dire qu'il a grandi bébé tout seul. Et donc les règles de conduite, c'est moi qui devais lui apprendre. Dont le fait que les mordillements, ça fait mal. Il faut qu'ils comprennent que les mordillements font mal. Donc, t'as deux, dans l'élevage, je me suis passionné pour l'élevage parce que j'avais ce chien-là, donc j'ai bouffé toutes les vidéos internet possibles et imaginables sur l'élevage. J'ai pris des formations en ligne, tu vois, je me suis vraiment, vraiment renseigné. Et t'as des stratégies pour lui faire comprendre ça, c'est quand il est bébé et il mord, en fait, il découvre, un petit chien, ça découvre le monde avec sa gueule. Donc, il met tout dans sa bouche. Il faut lui faire comprendre que te mordre, toi, ça fait mal. Donc, soit quand il te mord, tu cries et tu fais aïe et tu lui fais comprendre que ça fait mal. Soit s'il comprend pas, tu prends sa babine et tu lui fais passer sur la dent. Comme ça, il comprend que ça fait mal. Donc, il faut, par la violence, on peut appeler ça de la violence, on peut appeler ça de la douleur, il faut en fait que le système comprenne. Et c'est tout le projet de l'Hormèse. C'est-à-dire, et de ce que transmet Franceschi dans La Voix du Samouraï, quand il dit que c'est ardu par nécessité. Si c'est pas ardu, que ça fait pas mal, que ça pique pas, que vous passez pas dans des ronces, que le chemin est facile, il n'y aura pas apprentissage, ni croissance. C'est vrai chez le chien, chez l'homme, chez partout. Et donc, quand on propose le congrès du potentiel humain, où je vous dis, le matin, vous allez jeûner. Et puis, dans l'atelier de slim, ça va être chiant, vous allez prendre des pieds-bouches, aussi bien physiquement que mentalement. Et que après j'entends certaines personnes, alors 99% des gens étaient aux anges, et ils ont passé une expérience sur 2 jours extraordinaire. J'ai eu des retours fabuleux. Mais je sais pas directement que j'ai eu quelques retours qui disaient, ah, mais j'aurais bien aimé avoir des fruits le matin. Ah, mais j'aurais bien aimé, ah, Slim, il était dur, hein, etc. Je vous ai proposé une expérience de la vie, une quête, et surtout expérimenter l'hormèse. Donc vous étiez pas venu pour faire un stage de développement personnel, les pieds dans l'herbe, et un truc facile. Parce que si c'est facile, il n'y aura pas apprentissage.
Très, très fort, ardu par nécessité et puis aussi pour certains, dont j'en fais partie, je pense, par besoin. Parce que c'est aussi des discussions que j'ai beaucoup avec ma femme, ce côté, pourquoi tu soulèves toujours plus lourd? Pourquoi tu vas toujours taper plus fort? Pourquoi, est-ce que tu as besoin de prouver quelque chose? Bah, je dis: «Oui, possiblement, en fait, mais c'est surtout une exploration de moi-même et j'ai envie de voir jusqu'où je peux pousser la machine. J'ai envie de voir jusqu'où je peux m'élever parce que plus je m'élève, plus j'aiguise la lame», parce que j'aime beaucoup cette expression, du coup, je vais la garder. Plus j'aiguise la lame et plus en fait je me sens en capacité d'affronter les choses. Et soyons bien d'accord, quand je dois affronter quelque chose avec toi et que tu n'as rien à gérer, que c'est moi qui fends le bambou en deux sans même me prendre la tête, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est quand même beaucoup plus efficace que d'arriver avec une lame émoussée. Et c'est aussi ça Mm. la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas aiguiser la lame, qui veulent pas aller chercher l'action qui, alors que comme on l'a dit au tout début du podcast, ça semble évident en fait. Quand tu prends le temps, etc. Je pense sincèrement, et je sais pas si c'est quelque chose que tu fais, mais moi c'est quelque chose que je fais régulièrement, au moins une fois par trimestre. J'enlève les lunettes, je me regarde droit dans les yeux dans la salle de bain, et je me dis, ok, est-ce que demain, si tu meurs, t'es heureux de ta vie, t'es bien dans ta vie? Est-ce que t'es bien dans tes bottes? Et je vous le dis, hein, ici ceux qui nous écoutent, et je pense qu'ils sont nombreux parce que Pierre amènera aussi pas mal de penseurs à écouter ce podcast, et je t'en remercie d'avance. Si c'est non, soyez honnête avec vous-même. Et c'est OK, parce que du coup, si c'est non, vous savez quoi changer. Et si vous savez quoi changer, vous savez comment agir. Tu penses quoi un peu de ça? Ah, c'est merveilleux, c'est vraiment le memento mori des stoïciens, hein. Rappelle-toi que tu es 100%, mortel. 100% ça. Tous les jours, moi, il y a une époque, je le gravais partout, tu sais, les petits graveurs qu'il y a dans les villes et au coin de la rue. Je leur demandais, gravez-le sur mon stylet d'iPad. À un moment, je dessinais sur l'iPad, tu vois. Gravez-le sur mon portable, gravez-le sur ma bouteille. Rappelle-toi quotidiennement que t'es mortel. Avec Steve, alors, je me regarde dans le miroir. En fait, je me regarde assez régulièrement par rapport à ça vis-à-vis du contenu public que je fais, donc les vidéos YouTube, Instagram, etc. Où je me dis, est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Donc, c'est un truc assez régulièrement qui me vient, mais avec Steph, donc Steph Gentis, on a ce truc très stoïcien, hein, qui est de quand on en rigole un petit peu, mais quand on est ensemble et que la journée commence, on se sort de la maison, qu'on se réveille dans la dans la maison ou quoi, c'est le premier qui va dire ah quelle belle journée pour mourir. Et c'est ça un petit peu. C'est si je pars maintenant, je suis heureux. Je peux partir maintenant. C'est ok. Je peux partir maintenant. Et le job a été fait. Je le disais encore aujourd'hui à Slim, tu sais, je disais là, pour moi le job a été fait quoi. Ce que j'ai fait, ça me va. Et mais la vie est tellement belle que j'ai envie de rester. Ok, je peux Bien partir maintenant, sûr. Bien mais sûr. je vais rester parce que je suis trop content d'être en vie quoi. Ça c'est sûr. Mais si je regarde en arrière, je suis fier de ce que j'ai fait. Il y a des trucs dont je suis moins fier évidemment, mais là, ce que j'ai mis en place, je suis fier et je prends j'ai l'impression de prendre la vie du bon côté. C'est ça que je veux dire. La voie sur laquelle je suis, je sens que c'est la bonne voie. Je suis sur Grand Line, je suis sur One Piece, sur ce que tu veux, et je sens que les aventures qui sont devant moi vont être excitantes parce que inconnues. Euh, donc ça c'est très plaisant comme situation. Et, euh, et j'ai connu des moments dans ma vie où ce n'était pas ça. Et je sais à quel point cet autre côté de la barrière, il n'y a rien à voir. Dans la solitude, il n'y a rien à trouver. Dans le fait d'œuvrer que pour soi-même, il n'y a rien à trouver. Dans le fait de ne pas suivre ses rêves, il n'y a rien à trouver. En tout cas pour moi. Moi, j'ai connu le désespoir, j'ai connu vraiment des fortes dépressions. J'ai connu aussi des réflexions qui m'ont aidé à faire cette conférence sur le suicide. Parce que c'est des choses auxquelles j'ai pu penser, alors pas penser dans le sens que j'allais passer à l'acte, mais j'ai pu considérer, commencer à y réfléchir. Euh, mais tout va, c'est-à-dire que ces moments de désarroi m'ont formé aussi. Donc, à la Paul Ferrabande, tout va, everything goes. Je mets tout ça dans le panier de la vie et je me dis que ça, c'est aussi ce qui m'a forgé. Donc, beau jour pour mourir. Est-ce que je suis fier de ce que je représente, de mon mental, de ce que je dis, de mon physique, de tout ça? C'est un check que je fais peut-être pas comme toi tous les trimestres devant un miroir, mais que je fais assez régulièrement. Et je suis assez critique envers moi-même, peut-être parfois un peu trop. Mais c'est comme ça. Euh, c'est comme ça, je Peut-être pas travaille sur trop ça. dur, mais en tout cas exigeant. Ça, je pense que c'est une évidence hein, vis-à-vis de toi-même.
Ouais, c'est une discussion que j'ai beaucoup avec mon épouse aussi, où elle me dit: «Tu devrais des fois être bienveillant avec toi», mais je dis: «Je suis bienveillant, juste je suis exigeant. Je sais que Ouais. j'ai cette capacité, juste que je me suis mis dans une situation où je ne peux pas l'avoir», tu vois? Est-ce que tu Mmh. penses que justement tu sais ce mom alors je vais reprendre le memento mori pour le coup, mais est-ce que cette réalisation, cette capacité de se dire: «OK, je suis au bon endroit au bon moment, je fais les bonnes choses, je vais dans la bonne direction», hein, j'englobe pour le coup. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre aux samouraïs modernes? Hem, Peut-être pas uniquement, mais j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. oui, c'est sûr, pas uniquement, mais c'est vrai que dans le livre de Franceschi, il y a, tu vois comment il est structuré. C'est d'abord les choses Oui. essentielles, après les choses importantes, après les choses moins importantes, etc., etc. Je pense qu'à la fin du livre, le but de la transmission de Franceschi en ayant inventé ce dojo imaginaire au Japon, etc., c'était que les gens repartent avec euh, une méthodologie pour incarner quelqu'un qui chemine dans sa vie avec les choses vraiment qui sont importantes pour lui. C'est-à-dire pas des choses qui sont importantes universellement, mais qu'il ait trouvé vraiment un sens. Et un sens, ça veut dire une direction, quoi. Mais, mais sans pour autant avoir tout compris. Et non, c'est juste, il a trouvé le panneau indicateur, il dit c'est par là. Bon, ok. Et ça, c'est déjà énorme. Ça, c'est déjà énorme. Donc, cette méthodologie, cette manière de présenter les choses qui peuvent vous donner une direction et que le samouraï moderne, après, il faut qu'il fasse à la samouraï attention à tous les détails, qu'il incarne les valeurs, etc. Mais sans doute qu'on pourrait retrouver ça dans d'autres cultures, sous d'autres formes, sous le guerrier de lumière, Mmh. voilà, il y en aurait évidemment d'autres dont on pourrait s'inspirer. Euh, ouais, c'est, 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 c'est tellement puissant et tellement juste dans notre époque d'avoir ça. Euh, Ouais. que les Indiens l'avaient, les Indiens d'Amérique comme les Indiens d'Inde, les traditions orientales aussi. T'as toujours ces gardiens-là qui émergent dans certaines époques euh, pour incarner des valeurs. Je pense encore au chevalier de la table ronde de la quête Mmh. arthurienne, mais c'est ça, hein, c'est ce qui est inspirant, c'est celui qui va défendre la veuve et l'orphelin, c'est celui qui va respecter les valeurs humanistes. Et dans chaque période et dans chaque culture, tu vas les retrouver. Donc, je pense qu'en Afrique, ils doivent en avoir aussi. Euh, donc, ouais, peut-être pas propre au samouraï moderne, mais en tout cas, qui résonne dans les cœurs de tout le monde, à mon avis. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. À travers cette partie de discussion, je tiens vraiment à préciser pour ceux qui nous écoutent, on vient de vous donner un outil puissant pour peut-être vous rendre compte ou non, hein, pour le coup, si vous êtes sur la bonne voie ou pas. C'est hyper important de prendre le temps, et là je vais réutiliser le mot gardien que toi t'as utilisé. Soyez le gardien de vous-même. À travers ces discussions que vous n'avez pas forcément envie d'avoir, encore une fois, mais où vous êtes honnête et franc avec vous-même, et ça, Francescini en parle aussi énormément dans le bouquin, où il dit, si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, ça va être difficile d'être honnête aussi avec les autres. C'est Donc, ça. il faut commencer par soi-même. Donc, avec cet outil-là, ce côté, si je dois simplifier le memento mori, n'oubliez pas ceci pour ne pas vous perdre dans la vie. Parce que dans la vie, on a beaucoup plus vite fait de se perdre que de se trouver. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est mon Ah, avis. bien sûr. L'égarement est facile, surtout dans un monde de distraction, de diversion qu'on a actuellement À avec fond. tous les écrans, avec le bruit ambiant. Euh, on a vite fait de se perdre, tu as tout à fait raison. C'est très facile. Et en tout cas, on a vite fait de s'accrocher à des biais cognitifs qui peuvent nous enfermer, comme la sensation d'un, d'une permanence de l'être. C'est-à-dire, quand tu cries le memento mori, quand tu dis c'est un beau jour pour mourir, tu prends conscience de l'impermanence. C'est-à-dire, ça va se terminer, quoi. Alors que si tu es dans le train-train quotidien, du métro boulot dodo, etc., et que ça s'enchaîne comme ça, tous les jours, et tous les jours, et tous les jours, et que les semaines passent, t'as l'impression que ce sera toujours la même chose, la même rengaine. Et arrivé à 50 ans, on dit, oh là, il y a plein de cheveux blancs. Mais qu'est-ce qui s'est Hmm. passé? Tu vois, tu t'es téléporté dans le temps parce que tu n'as pas prêté attention, en fait. Cette prise de conscience, de placer la conscience sur les actes du quotidien et le fait que tout change, en fait, constamment. Même cet écran d'ordinateur est en train de se décomposer petit à petit et que dans 1000 ans, il sera retourné poussière. Moi-même, je vais retourner à la poussière, moi-même, je vais retourner à la terre, et c'est la vie, c'est la loi de la nature. Prendre ça, c'est déjà assez puissant, et donc, c'est nécessaire de faire de chaque seconde une vie, de se dire, là, c'est très important, cette conversation-là qu'on a, elle n'aura plus jamais lieu. Elle est unique. Et c'est parce qu'elle est unique qu'elle est belle. Donc, il faut la savourer, tu vois, on savoure tous les deux, chacun, là, de ce qu'on se dit, de ce qu'on écoute l'un de l'autre, et c'est merveilleux, tu vois. Rien que ça peut être merveilleux.
Et donc c'est un beau jour pour mourir parce qu'on aura discuté ensemble. Euh, mais euh, mais c'est ça, c'est ce qu'essayent de transmettre les grands penseurs comme Franceschi qui écrit ses bouquins quand il est sur la boudeuse, voilà, enfermé dans sa bibliothèque, tout seul, mais il écrit des belles pensées comme ça, entouré de Marc Aurèle et d'Épictète. Euh, Là, c'est très inspirant d'avoir, de pouvoir trouver autant de sagesse dans un livre et que ça puisse résonner dans le parcours de vie de chacun. Ouais, c'est ce que je retiens le plus dans tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment cette acceptation, mais aussi cette compréhension de l'impermanence des choses. Ouais. Je dois t'avouer que moi, j'étais un petit peu bloqué hein, de mes 22 à mes 30 ans parce que voilà, j'ai malheureusement perdu ma mère très vite, en 3 mois. Elle est donc voilà, maladie, cancer. Je sais aussi que c'est des choses qui te parlent. En 3 mois, elle est partie très vite. Donc elle est tombée malade. 3 mois après, elle n'était plus là. Et donc forcément, j'avais le choix entre continuer ce que j'avais entre guillemets envie de faire, qui était plutôt le côté artistique, ou aider la famille. Et je vais être totalement transparent avec toi. J'ai attendu environ 5 secondes avant de choisir la famille parce que pour moi, c'était mes valeurs à cette époque-là et ça le reste. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est qu'en réalité, une semaine avant que ma mère tombe malade, mon plus gros problème, c'était de savoir combien de fois j'allais sortir et faire la fête. Et puis, 3 mois après, j'avais une cinquantaine de personnes qui comptaient sur moi avec mon père, où j'étais devenu le bras droit pour pouvoir faire vivre ces gens-là. Cette impermanence, elle m'a été inculquée à coups de briques dans le visage, en fait, avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais je n'avais pas la capacité de recul, de compréhension de tout ça. Là où je veux en venir, c'est que accepter l'impermanence, c'est aussi s'ouvrir énormément de possibilités. Parce que si vous vous dites, je suis à tout jamais cette personne à travers la création d'une identité, et j'insiste, création d'identité, parce que on n'est jamais que qui on choisit d'être, hein, on a toujours un choix là-dessus, eh ben, je vous invite vraiment à utiliser, j'utilise le terme avec, je pense, pertinence, utiliser cette impermanence de la vie pour pouvoir devenir, créer qui vous avez envie d'être et donc passer à l'action dans ce chemin-là dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, de devenir son propre samouraï moderne. Moi, je vous le dis, je l'ai fait toute ma vie ou presque. J'ai choisi des fois de ranger mon katana dans sa petite boîte parce que il y avait des moments où on était en temps de paix et c'est ok. Mais par contre, accepter que quand la guerre revient, vous ne pouvez pas juste être passif en fait. Il faut reprendre votre katana, réaiguiser avec les amis et les frères de lumière et repartir à la guerre parce que sans combattant, il n'y a pas de victoire possible non plus. Et ça, je pense que c'est la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est d'accepter, de faire accepter aux gens qui nous écoutent, de devenir des samouraïs modernes à travers nos échanges et d'accepter, parce que je pense sincèrement, j'ose le croire, qu'à travers cet échange, il y a des étapes en fait. Il faut peut-être lire entre les lignes, mais il y a les étapes pour devenir qui on a vraiment envie d'être. Si votre choix, c'est de devenir un samouraï moderne. T'en penses quoi de ça? Ouais, ouais, bien sûr. J'étais un autre frère, un très bon ami qui s'appelle Idriss Aberkan, que vous connaissez sans doute. Très Idriss, fort, Idriss. Ouais. bah ouais, il cite souvent Richard Francis Burton qui disait fais de ta pensée un empire. C'est-à-dire, fais de ta pensée un empire. Donc, dans un empire, je reprends l'empire mongol ou l'empire chinois ou quoi, il y avait la grande muraille de Chine. On ne laissait pas rentrer n'importe qui, quoi. Tu rentres pas. Bah, moi, les idées mortifères du gars que j'entends à la télé ou quoi, les trucs fatalistes que tu peux entendre, ah bah c'est comme ça, la vie on n'y peut rien, ah je tombe malade, etc. Ce genre d'idées-là, moi je les accepte pas. C'est-à-dire ça rentre pas dans mon esprit. Moi non plus. Ouais. Non, tu restes en dehors de la barrière. Tu vois. Je respecte, c'est ton avis, mais ça rentre pas chez moi. Mais c'est Donc pas le fais de tien. ta On est pensée un d'accord. empire. Ben ouais. Donc mettez des barrières, comme vous acceptez qu'un inconnu vient pas vous toucher. Il y a une barrière physique, une distance sociale qu'on respecte tous, dans le métro, dans la ville, à la campagne. Quand on discute avec quelqu'un, il y a une distance, vous acceptez pas que la personne se rapproche et vous touche. Une idée, c'est pareil. Faites de votre pensée un empire, et cet empire-là, de quoi vous le nourrissez, ça c'est de votre responsabilité. Et donc, ça c'est une première étape de se dire, ben voilà, les pensées où je pense que la situation actuelle ne va jamais terminer, ça va jamais changer. Je pense que c'est la permanence de mon identité, de cette situation, etc. Ça, je l'accepte plus. Je sais que ça va changer. Par exemple, si vous vivez une situation qui est très désagréable par rapport au travail, par rapport à la vie de famille, par rapport à... Dites-vous bien que ça va changer et ça peut changer. Ne vous dites pas c'est foutu, je vais rester comme ça toute ma vie, parce que c'est vrai que quand ça va mal, on a l'impression que le temps rallonge et que c'est l'enfer et que ça va jamais se terminer. Non, comme disait, alors je sais plus si c'est Sénèque ou Épictète, mais
This too shall pass. Ça aussi, ça va passer. Ça aussi, ça va passer. Ça va s'en aller. Cette tristesse, elle va partir. Ce désarroi, ce deuil, ce moment noir dans votre vie, lui aussi, il va partir. Et et je veux dire, donc on peut dire de l'autre côté aussi, ce bonheur, cette joie, ce moment heureux là que je connais avec Benjamin, lui aussi, il va finir. Il faut l'accepter. Faut pas se dire, ça va vivre toute la journée, je vais rester. Non, au bout d'un moment, on en a marre l'un de l'autre. Je veux plus voir ta tronche, tu vois. Au bout d'un moment, ça va. Eh ben, il faut accepter aussi ça. Et les gens qui acceptent pas ça, qui veulent toujours que ce soit cuit les oiseaux, tout va bien, les pieds dans l'herbe, c'est terrible quand la vie les rattrape et dire non, là il y a une épreuve. Là c'est dur, il faut ressortir le katana comme t'as dit. Là, voilà. Et ben ouais, c'est comme ça. Impermanence, les choses changent, les bonnes comme les mauvaises, mais c'est l'aventure de la vie. Je te remercie encore une fois, plein de pertinence et de sagesse et ça je t'en remercie, je te remercierai 1000 fois, mais c'est l'idée encore une fois de ce podcast. Je peux pas passer à côté de ça. C'est impossible de t'inviter et de pas parler d'antifragilité. Allez. C'est impossible. Donc ici, par rapport à l'antifragilité, on va essayer de garder ce fameux ligne rouge de samouraï moderne. Pour toi, alors peut-être qu'on va un peu mêler le corps, cœur, esprit. Ça, c'est un petit peu à toi de voir vers quoi tu veux aller, mais je t'inviterai à le faire parce qu'avec Idriss Aberkan, justement, que tu as cité juste avant, vous êtes beaucoup là-dedans et moi, il m'inspire énormément. J'ai été voir 2 de ses confs. C'est vraiment quelqu'un que je trouve très, très pertinent. J'aime beaucoup. Bref, je vais pas faire le fanboy tout de suite, mais Je te fais un petit spoil. Je le dis-moi. retrouve dimanche. On va visiter le Louvre ensemble à Paris et on va se régaler. Voilà. Incroyable. Je souhaite que tu profites un maximum de ce moment, mon Pierre, parce que impermanent, mais qualité. C'est ça qu'on veut. Donc, à travers cette histoire justement d'antifragilité, et peut-être corps, cœur, esprit, mais je te laisse faire, c'est toi le maître, comment est-ce qu'on peut justement travailler, je vais utiliser le terme travailler, mais peut-être forger cet esprit, ce corps, ce cœur de samouraï moderne? Hmm. Le principe de l'hormèse, en fait, il se retrouve partout. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit aujourd'hui, là, dans ce podcast, c'est toujours prendre conscience que la difficulté est nécessaire, que le chemin doit être ardu, si on veut la croissance. Donc en fait, on peut appliquer ça au système immunitaire, on peut appliquer ça à la plasticité neuronale, le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. On peut appliquer ça aux émotions. C'est-à-dire que quand je propose une hormèse du cœur par une conférence sur le suicide, au dernier congrès du potentiel humain, c'est exactement ça que je voulais provoquer. C'est-à-dire, émotionnellement, c'est dur, mais penser au suicide, au fait de mettre fin à sa vie, personnellement, ce que ça va provoquer chez les autres, et puis penser, si jamais mon fils, fille, mon conjoint, ma conjointe, ma mère, mon père font ça, qu'est-ce que ça me provoque? Et punaise, l'exercice est incroyablement pénible. Ouais. Ouais. Mais parce que ça n'a pas arrivé, cette expérience de pensée-là peut aussi me permettre de mieux lire mon mode d'emploi. C'est-à-dire vraiment mieux me connaître. Et quelqu'un qui se connaît mieux, c'est quelqu'un qui affronte la vie d'une meilleure manière, qui grandit, tout simplement. Donc l'antifragilité, au niveau du cœur, elle se travaille. Elle peut se travailler évidemment en regardant un chef-d'œuvre du cinéma très émotionnel, évidemment. On l'a tous fait, mais vous voyez bien que la dureté de l'épreuve par rapport à faire vraiment une véritable expérience de l'esprit, comme je viens de décrire juste avant, par rapport au suicide, est moindre. Mais bon, chacun a son étape. Tu sais, il y a plein de gens qui disent ah non, je veux pas voir ce film, il est trop triste. Ok, donc tu refuses la difficulté et le côté ardu, j'entends, mais demande-toi qu'est-ce que ça veut dire sur toi. Juste ça. Demande-toi pourquoi là, actuellement dans ta vie, tu n'en veux pas de ce genre de choses. Là, c'est un peu comme ta question quand tu dis dans les premiers temps de tes consultations, est-ce que vous avez le droit au bonheur? Est-ce que vous avez le droit d'être heureux? Ça doit être le ping-pong, le mur qui renvoie. Parce que si jamais on se pose jamais la question de tiens, pourquoi j'arrête pas de fuir la difficulté? Physiquement, je me mets jamais un tarif. Mentalement, dès que c'est un petit peu dur, je comprends pas, bah je veux pas, je passe à autre chose. Tu vois, j'écoute une vidéo YouTube qui m'explique un truc scientifique. Ah tiens, je comprends pas, bah je vais pas forcer. Je vais pas prendre le temps de me mettre devant l'écran avec un carnet de notes et je vais essayer de comprendre le concept. Non, non, je vais passer à autre chose. Et là, émotionnellement, ce film, ah c'est triste, je change de chaîne. Si vous vous rendez compte que sans cesse vous vous écartez, vous évincez l'agent stressant, demandez-vous ce que ça veut dire. Pourquoi vous cultivez la fragilité? Est-ce que vous êtes vraiment fragile?
Ou est-ce que si vous alliez un peu dans la difficulté, vous développeriez cette antifragilité? C'est-à-dire cette capacité de se renforcer dans l'adversité, dans la difficulté. On a encore une fois cette magie du vivant, de ce corps humain que l'on a là, est par nature antifragile. C'est-à-dire c'est un truc qui va se renforcer par les épreuves. Corps, cœur et esprit. Donc on peut, dans une situation qui est pas agréable, se renforcer. Mais il faut, de manière un peu stratégique, le mettre en place. Si la stratégie c'est toujours de fuir l'inconfort, on va pas s'améliorer ni dans le cœur, ni dans le corps, ni dans l'esprit. Ouais, c'est très juste, hein, parce qu'antifragilité, c'est vraiment aussi cette capacité de, comme tu le dis si bien, de te renforcer, mais on n'est pas obligé, alors moi j'utilise toujours un petit peu le bain froid, on n'est pas toujours obligé de se sauter directement à -10 dedans, on peut Eh oui. même mettre le pied quand il fait déjà 10 degrés dans le bain, et en fait je pense que c'est aussi quelque chose que les gens ont beaucoup de mal en fait à comprendre ou à mettre en application, qui est, alors moi j'appelle ça l'exposure thérapie, puisque Strong Fit méthode, hein, pour le coup, c'est cette thérapie de l'exposition, mais par contre, à dose minimale effective, peut-être, parce qu'il y a des gens qui, comme moi, vont juste y aller pleine balle, pied-bouche par le bain froid. Bon, ça m'apporte pas que du positif, mais au moins, je sais, tu vois. C'est Mmh. explorer ses extrémités pour trouver un peu son équilibre. Je sais pas ce que tu Ouais, penses de ça. ouais, non, mais c'est exactement ça. Moi, j'appelle ça le signal pour la croissance. Ah ouais. C'est-à-dire, il faut trouver le bon signal pour créer la croissance. Et chez toi, c'est je saute dans le bain froid. Chez la grand-mère du coin à 72 ans, c'est je mets juste le pied dans le bain de glace. Et c'est déjà beaucoup. Parce qu'on est tous différents. Et il faut accepter, encore une fois, cette impermanence. Aujourd'hui, tu as Hmm. fait un bain froid avec des glaçons, mais demain, tu te réveilles, tu as passé une nuit blanche, tu es fatigué, tu vas juste prendre une petite douche tiède. Il faut accepter que c'est impermanent, que ça change tout le temps. Ça aussi, tu vois, c'est toujours le bon sens et puis l'humilité, la sagesse qu'on doit placer Ouais. derrière l'exposure thérapie. Donc, trouver le bon signal pour la croissance. Et là, on est tous différents. C'est-à-dire, l'hormèse, c'est vraiment ce qui nous caractérise tous individuellement, fait que le signal qu'il va falloir trouver, le stimulus, est à individualiser, quoi. C'est selon la personne. Bon, on ne le répétera jamais assez parce que, comme le disait René Guénon, on vit dans la société de la quantité, le règne de la quantité, et que donc on veut toujours avoir la norme. Combien de temps il faut rester dans le bain froid? Puis à quelle température? Et puis toujours en train de dire ça dépend. Toujours ça dépend, ça dépend. Les gars, Ouais. c'est la réponse. Ne me posez plus la question, c'est la réponse. Ça dépend de vous, du jour, de la nuit, de ton état de forme du jour, de ton âge, de ton sexe, tout ça, quoi. Donc, ouais, Ouais, voilà. carrément, les gens veulent une réponse absolue, alors que la Tout est vérité, relatif. entre guillemets, est exactement, c'est une réponse relative. Et je suis 100%, même à 1000% d'accord avec ce que tu dis, qui est la contextualisation. Et je remarque que beaucoup de, voilà, de gens, de thérapeutes, même d'accompagnants peut-être aussi, ont du mal à contextualiser parce que cette réponse absolue les rassure, tu vois. J'ai vraiment Mhm. voilà, cet échange énormément. Et j'en parlais récemment encore une fois avec mon épouse, où je me rends compte que je suis énormément confrontant avec les gens, parce que pour moi, confronter les théories, c'est justement apprendre. Là où quand je vais confronter certaines personnes, bah, c'est souvent, ouais, Benja, il essaye de s'imposer. Pas du tout, en fait. J'essaye de comprendre ton point de vue. Et moi, Mhm. bah, si je passe ma vie justement à aiguiser ma lame, c'est aussi pour pouvoir confronter les idées, mais pas dans l'espoir de te couper la tête. C'est plutôt dans l'espoir de d'apprendre certaines techniques par tes mouvements à toi. Tu vois, donc c'est assez complexe, j'ai l'impression. Il y a des gens avec qui ça coule de source, comme avec toi, Slim, Steve, voilà, toute la team bienveillance, comme je les appelle, les gens avec qui j'ai passé tout le festival, donc le druide moderne, Bastien, Juan, voilà, Victor, Dylan, tout ça. C'est vraiment des gens où en fait, t'as même pas besoin d'expliquer que c'est du practice, quoi. Tu Ouais. vois, on sort nos katanas, on a le sourire aux lèvres et on practice, quoi. Alors qu'avec d'autres personnes, c'est pas facile, parce que je te remercie de mettre ça sur le tapis encore une fois. La contextualisation est compliquée pour certains parce que ça leur met peut-être devant leurs propres limites. Mais j'en reviens à ce qu'on a dit au début, comprendre et connaître et surtout accepter ses propres limites. C'est pas être moindre. C'est justement accepter qu'on peut avancer. Et oui, exactement. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Ouais. Je peux pas rajouter mieux, c'est parfaitement dit.
Merci à toi, Pierre. Si c'est OK pour toi, on va aller vers la dernière partie du podcast, excuse-moi. Yes. Donc vraiment les questions un petit peu rapid fire ou slow fire, ça c'est toi qui vois, parce que c'est toi au niveau de ton temps, donc c'est toi le chef. Sauf si bien sûr tu as quelque chose à dire juste avant les questions, mais honnêtement, je pense qu'on a fait vraiment un bon tour de tout, mais c'est toi le chef. Ouais, écoute, lisez ce livre. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux que ça? Je pense que là, il faut que vous achetiez Franceschi et que vous lisiez. Voilà. Ouais, donc pour ceux qui ont la vidéo, voilà, Patrick Franceschi, l'éthique du samouraï moderne, petit manuel de combat pour tant de désarroi. Là, je pense que tout est dit avec ça. Du coup, la première question, normalement, mon Pierre, c'est peux-tu me donner un livre, une œuvre, un podcast que tu conseillerais et pourquoi? J'ai envie de te dire que directement, on va parler de ça, de l'éthique du samouraï moderne. Mais si t'en as un autre, pourquoi pas? Euh, ouais, un autre que j'ai cité. Je pourrais, ouais, c'est toujours la question piège, parce que Ouais, c'est bah tellement. oui, t'en as 1000, c'est sûr. Mais parlons d'un livre que j'ai cité dans le Congrès du potentiel humain. Donc c'est Paul Feyerabend, Ouais, Contre la méthode. Ça s'appelle oui. Contre la méthode. C'est dans le triptyque, le trio qui a vraiment créé la pensée scientifique moderne, c'est-à-dire bon, de loin, Karl Popper a été peut-être le plus influent, mais vraiment Paul Feyerabend, avec bon, Karl Popper et Thomas Kuhn, voilà, pour citer les deux autres. Kuhn, parce que c'est lui qui a estampillé vraiment les paradigmes, le paradigme scientifique et les changements de paradigme. Karl Popper, parce que c'est lui qui a, entre autres, mais il n'a pas fait que ça, mais entre autres, dit qu'une théorie scientifique devait être réfutable. La réfutabilité en science, c'est très important. Et Paul Feyerabend, qui arrive en disant Everything Goes, c'est-à-dire c'était l'anarchiste des sciences, en disant les découvertes scientifiques ne se font jamais parce que vous avez une théorie et que vous prouvez la théorie. Découverte scientifique, ça se fait parce que vous avez plein de gens qui vous mettent des bâtons entre les roues, vous avez plein de gens qui vous aident, et tout ça, c'est important et participe à l'émergence d'une découverte. C'est pas la découverte, elle arrive parce que le gars, il savait ce qu'il cherchait et il a trouvé ce qu'il cherchait. Ce n'est jamais ça. Et pourtant, on réfléchit toujours comme ça. C'est-à-dire, je mets une théorie et je vais essayer de la prouver. Mais jamais ça ne marche dans la vie comme ça. Donc voilà, Paul Feyerabend contre la méthode. Magnifique. Alors pour la petite histoire, il est dans mon dans mon sachet Amazon, tu vois, Ah, mon merci. panier Amazon. Bah ouais, bah écoute avec plaisir parce que je l'avais mis et je me demande si je l'ai même pas mis quand je l'ai écouté parce que je pense que tu le cites dans le CH, Oui. presque Oui. sûr, voilà. Donc ici je l'ai mis là donc je te remercie beaucoup. Ah. Prochaine question, y a-t-il une citation ou un mantra qui te guide dans les moments difficiles? Euh, oui, Michel Bitbol, sans doute l'écrivain qui écrit le scientifique, philosophe, ancien chercheur au CNRS, médecin. Ces gens-là, je sais pas comment ils font. Enfin, bref, c'est des héros des temps modernes. Michel Bitbol, c'est sans doute celui qui écrit le mieux pour moi au monde. Et une plume, c'est pas possible. Et sa citation que j'écris à chaque début de livre, j'ai un bouquin là, mais mon sac est loin. Je l'écris à la main. Tu vois, je me le mets à chaque fois au tout début de chaque bouquin. Euh, que mon choix ne s'identifie pas à mes préjugés. Euh, qu'il ne tombe pas dans l'impensée totale. Donc que mon choix ne soit pas identifié, qu'il soit pas similaire en fait avec mes préjugés. Tu vois, au congrès, je suis arrivé, je vous ai dit check your ego at the door. Laissez Ouais. vos préjugés, votre ego, ce que vous pensez, laissez-les au vestiaire. Laissez-les loin. Revenez là comme des feuilles blanches. Parce que sinon, on a tendance à avoir des idées arrêtées et des préjugés qui teintent en fait nos choix. Et, je pense que donc, et comme je disais dans ma conférence, ça pour moi c'est le suicide paradigmatique. Si vous pouvez pas changer de point de vue, vous vous suicidez en fait, vous jouez pas le jeu de la vie. Si vous pouvez pas changer votre conceptualisation du monde, vous êtes voué à être un marteau qui voit des clous partout. Et ça, Ah c'est ouais. la mort pour moi. C'est la mort. Donc voilà, que mon choix ne s'identifie pas à mes préjugés, qu'il ne tombe pas dans l'impensée totale. J'adore cette citation. Ah, merci, très fort et en plus de remettre un petit peu plus soyez avec une partie de ce que tu disais par rapport voilà à la leçon de ceux qui ne sont plus là, c'est quand même c'est très fort parce que c'est encore une fois une compréhension et j'avais beaucoup aimé justement ce côté paradigmatique où si tu changes pas de paradigme en comprenant encore une fois l'impermanence des choses, bah t'étais en fait d'une certaine façon en train de mourir un peu plus vite quoi Ouais. entre guillemets, on se comprend.
Merci à toi. Alors, si tu devais laisser un seul message au monde, lequel serait-il? J'aurais presque envie de redire cette phrase, citation que je viens de citer précédemment. Euh, alors, c'était la question que je posais souvent. C'est Tim Ferriss, il a un autre truc qui est si si vous avez l'opportunité d'écrire un message sur un panneau géant et vous êtes sûr que la terre entière va le lire, qu'est-ce que vous metteriez sur ce panneau géant, tu vois? Euh, ah là 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 là. Aimez-vous un peu plus chaque jour. On va rester sur ça. Ouais, c'est très très bien parce que, comme on en parlait un peu en off, l'amour ou la peur, bah, tu choisis l'amour ou tu refuses la peur. Mais en tout cas, ça, c'est un message qui, pour moi, peut amener beaucoup de choses aux gens. Parce que quand on s'aime, c'est difficile de te faire sortir, entre guillemets, des chemins et des sentiers que tu as Ça, choisis. c'est ça. Très juste, merci. Et ça, c'est ma question préférée. Ouais. Alors, si tu pouvais remodeler la société pour mieux soutenir le bien-être individuel, quel changement majeur proposerais-tu? Euh, alors, il y aurait, je m'inspirerais beaucoup de ce que font les pays scandinaves. Donc, il y aurait dans les écoles, puisque pour remodeler la société, il faut que ce soit par les enfants. Toutes les après-midi seraient en nature. Il y aurait un maximum de contact avec la nature et sans doute que donc pas toute l'après-midi, je veux dire, après manger jusqu'au soir, mais il y aurait un gros passage en nature et il y aurait un gros passage d'exercice physique le matin ou l'après-midi. Donc il y aurait très peu d'apprentissage théorique et l'apprentissage théorique, comme les modèles d'écoles très très libres comme Steiner ou Montessori, euh, on laisserait le choix à l'élève de se diriger vers ses passions. C'est-à-dire, s'il se dirige vers les maths, il va vers les maths, il se dirige vers, je sais pas moi, moi j'ai toujours en mémoire ce récit, alors je sais plus du tout où je l'avais lu, d'un jeune dans une école du Canada, voilà, une école Steiner ou Montessori, peu importe, qui avait passé toute son enfance et toute son adolescence à pêcher. C'est-à-dire, il s'intéressait pas à n'importe quel cours, il allait à la pêche. Et ce gars, il est devenu l'un des plus grands informaticiens. Il est devenu richissime parce que vers 18 ans, il se dit ah tiens, l'informatique, ça a l'air d'être cool. Il s'est intéressé au codage. Il a codé des trucs incroyables et il a vendu ça. Voilà. Enfin bref, ça mène à tout en fait la liberté. Voilà. Donc je donnerais un maximum de liberté, un maximum de contact avec la nature et un maximum d'exercice physique, de mouvement dès les plus jeunes âges, dès l'école, pour créer en fait des humains épanouis. Ah, magnifique. La liberté, ça mène à tout. J'aime beaucoup. Je vais rester là-dessus pour ça. C'était sublime. Si tu avais quelqu'un à me proposer pour le podcast, ce serait qui? Ah, tous les frères que j'ai cités. Ouais, on est d'accord. Ous. Voilà, là déjà, tous les frères. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Euh, J'aime bien citer mes amis du Canada, Hmm. donc les Québécois, les Mathieu, Mathieu Bouchard, Mathieu Boulet. Euh, je les aime vraiment. Laurent Tifounet, si tu veux le côté un peu plus sportif, neuro aussi, évidemment. Euh, Anthony Baptiste, qui est moins Ah ouais. connu, qui était chez JM, l'atelier Fit, et qui est vraiment main dans la main avec son ami Mathieu Boulet. Voilà, c'est déjà pas mal ça. Ouais, parfait. Et en plus, je les connais tous, donc c'est des bonnes idées. Merci à toi. Un dernier conseil que tu souhaites laisser aux gens qui nous ont écoutés jusqu'ici. Écrivez, écrivez, Hmm. écrivez tous les jours. Écrivez vos pensées, visualisez vos pensées, couchez-les sur papier. Il y a quelque chose une réflexion au sens premier du terme, c'est-à-dire on se réfléchit dans le fait de voir noir sur blanc ces pensées qui émergent du stylo. Et ça, c'est très puissant en fait. Sinon, les pensées, c'est très abstrait. Là, on les concrétise, on les met dans la matière. Ça nous permet de nous rendre compte qu'elles sont absurdes ou bien que ce sont de très bonnes idées, qu'elles nous bloquent ou bien qu'elles nous libèrent. Mais écrivez tout. Passez du temps dans l'introspection. En fait, c'est ces bulles de temps dont on parlait tout à l'heure qui nous manquent de nos jours.
Ouais. L'écriture permet ça, en fait. Parce que sinon, une méditation, si on n'est pas formé à ça, on va partir dans des boucles de réflexion qui sont toujours les mêmes. C'est le même vélo qui va boucler, c'est la même roue qui va tourner, et ça va pas marcher. La méditation, il faut un minimum, une petite base, au moins, pour que ça soit effectif. Mais l'écriture, ça peut marcher. Donc, passer du temps à écrire, à lire évidemment, mais lire, on est parfois embarqué par l'écrivain dans un autre monde, et on ne sait pas nos pensées à nous. Alors que l'écriture, t'es là seul avec toi-même, sans podcast, sans musique, dans le silence, écriture, même si c'est que 5 minutes le matin au réveil, ou 5 minutes le soir, même 1 minute, et même 30 secondes, donnez-moi 30 secondes d'écriture tous les jours, ce sera suffisant. Voilà. Un puissant, bel outil d'introspection, comme on disait tout à l'heure avec la bulle, donc la boucle est bouclée, j'ai envie de te dire, avec la création de bulles. Merci à toi. Pour ceux qui veulent travailler, te contacter, travailler avec toi, échanger, c'est quoi le plus simple pour te contacter? Et même peut-être, je rajouterai quelque chose. Qui est-ce que tu conseilles d'intégrer un petit peu l'école, etc. Parce que on échange quand même pas mal aussi. Moi, malheureusement, bon, avec le boulot, on a moins l'occasion d'échanger parce que je travaille régulièrement lors de tes sessions. Mais voilà, j'aimerais bien un petit peu que tu puisses, entre guillemets, aider les gens qui veulent te contacter, échanger avec toi. Quelle est la méthode la plus facile, quoi? Ouais, bien sûr. Alors, le plus simple, ça va être, euh, il y a plusieurs publics, hein. Il y a évidemment les coachs, thérapeutes, auxiliaires de santé, donc je pense aux infirmiers, infirmières, que j'ai beaucoup. Il y a des gens en reconversion. Tout cela, ben, ce que je transmets dans le centre de l'Hormèse, c'est la physiologie, l'anatomie, le fonctionnement du corps humain, les outils du renforcement, la respiration, la méditation, le bain froid, etc. Donc, tous ceux qui vont être formés à ça, mais aussi la philosophie, mais aussi une certaine façon de considérer la vie, tout ce qu'on a transmis aujourd'hui là, dans ce podcast. Tout ça, c'est le centre de l'Hormèse, voilà, dont tu fais partie, j'en suis très fier, qui grandit de jour en jour. On a formé 200 personnes, plus ou moins, donc j'en suis très très fier. Et on a à la fois du curieux qui vient juste s'instruire, et à la fois des gens en reconversion et des professionnels comme toi, des coachs ou quoi. Donc j'adore, tu vois, avoir ce mélange-là. Et ce que je vais mettre en place bientôt, ça va être des nouvelles choses comme les retraites, donc une immersion totale. Là, je veux des gens très engagés, donc ça pourrait être des profils qui ressemblent aux tiens, des gens qui sont là pour bosser, tu vois. On passe une semaine ensemble en huis clos, on coupe les portables, on étudie, on se renforce, on s'entraîne, on mange ensemble. Vraiment, on vit en fait en huis clos. Ça, petit comité, 10-20 personnes, 20 c'est grand max, plus entre 10 et 15, et 7 jours pleins, en coin de nature. Donc ça, c'est des retraites que je vais mettre en place dès le mois d'octobre. Euh, et euh, et il y aura un mentorat aussi que je vais faire public. Euh, et là, tout le monde peut rejoindre. Mentorat, petit abonnement par mois, on se retrouve toutes les semaines en visio pour de défricher toutes les questions de santé, de physio, de développement personnel, de philosophie, etc. Donc tout ça, c'est annoncé sur ormes.com, le site internet ormes.com. Et ma chaîne YouTube, je l'annoncerai, donc Vérisme TV, je ferai les annonces, quoi. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Je pense que là, ça a été bien clair, ça a été bien solide. Je remercie déjà d'avance tout le monde, tous ceux qui ont écouté jusqu'ici. Je pense que sincèrement, très beau podcast. Donc je te remercie du temps que tu as pris Merci. avec moi ici, Pierre. Merci. Vraiment. Et alors, moi, je vais quand même citer le maître, je vais quand même citer Pierre Dufraisse en disant, doutez de tout, sauf de vos efforts. Doutez de Merci. tout, sauf de vos efforts. Merci Merci. à toi, Pierre, et à bientôt tout le monde pour un prochain épisode de Holistic Way. À bientôt tout le monde.